Salut à tous et bienvenue pour le 173e numéro d'Hors-Jeu Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du PSG et aussi ses matchs. Et évidemment, on va revenir sur cette drôle de soirée d'hier soir, l'obtention du 10e titre pour le Paris Saint-Germain, qui égale Saint-Etienne. Et match un partout, match dans une ambiance bizarre. On va revenir sur tout ça. Évidemment, sur le match, la compo et aussi la réaction des supporters et des joueurs à la fin du match. Mais avant tout, je vais présenter les trois acolytes du jour. Tout d'abord, Cédric qui fait son retour dans le podcast. Cédric l'aventurier, comment ça va Cédric? Bah écoute, ça va, je suis content de vous retrouver, débattre un petit peu sur notre super club, ça fait plaisir. Et oui, mais toi tu es un abonné de longue date du Parc des Princes. Ouais, putain, ça fait 38 ans maintenant que je vais au Parc des Princes. T'es abonné en quelle tribune toi Cédric? Comment? T'es abonné en quelle tribune? En E, ça dépend, j'étais en Borély, j'étais en Paris, et là je retourne en E. D'accord, donc tu fais pas partie des frondeurs du virage Auteuil. Non, je fais pas partie des frondeurs, moi je fais partie des 300. Moi. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais déjà dit. C'est vrai. C'est une association de supporters, de supporters un peu spéciale, on va dire. Exactement. Mon deuxième acolyte, c'est Nicolas Puravo. Salut Nico, depuis sa boutique de Versailles, comment ça va? C'est pas ma boutique, mais bonjour tout le monde, ça va bien, merci. Nicolas Brocante. Nicolas qui a animé un space cette semaine qui a très très bien marché. On doit être à 10 000 écoutes. C'était un space spécial supporter. Avec des gens qui appartenaient au collectif Ultra Paris, des gens qui étaient pour la grève, des gens qui étaient contre la grève. C'était un super moment, ça a duré 4h30. Bravo messieurs, avec Yacine jusqu'au bout de la nuit. Comment ça va Nico? Bah écoute, ça va, j'étais au parc hier, sympa. J'ai vu effectivement Cédric abonné, mais alors il n'est pas du tout avec les 300, il est avec les Kids United. Je l'ai vu moi, il chantait là. Il vous ment à tous. Donc, c'est le capot des Kids United, Cédric, je l'ai vu. Il avait un t-shirt Mickey et tout, c'était sympa. Mais non, bah, écoute, ça va. Belle soirée au parc, on a fêté dignement le titre, sans faire trop de bruit parce qu'on voulait pas déranger les touristes autour de nous. Non, c'était sympa. Alors, est-ce que Nico, tu étais entre un touriste mexicain et un touriste argentin? J'avais des Chinois devant moi, j'avais des Espagnols, des Anglais et un Allemand. Ouais, bon, on apprend les langues étrangères quand on va au parc maintenant, c'est ça qui est bien. Ah oui, tu vois, ça a du bon finalement. Ouais, puis on peut discuter, on n'est pas emmerdé en plus par les mecs qui chantent, ça qui est bien, quoi. Avant, on s'entendait pas trop, là, nickel. Et enfin, Yacine Ahmed, coach Yacine. Salut Yass, comment tu vas? Salut à tous, ça va, merci. Bon alors, ta soirée au parc, tu étais encore, je le rappelle, tu es accrédité en tribune presse pour Paris United. Comment ça va? Tu as passé une bonne soirée? J'ai passé une soirée comme les 17 autres que j'ai vus cette saison. Voilà, je me suis fait chier. J'ai regardé le match, j'ai essayé de voir des choses qui m'intéressaient. Mais effectivement, et c'est de pire en pire parce que, en fait, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu donc la tribune presse, tu as le pupitre, chacun tape un peu ses papiers, etc. Et franchement, au fur et à mesure de la saison, les gens, les mecs parlent entre eux. Ils regardent plus trop le match. J'avais deux journalistes brésiliens à côté de moi. Je crois qu'ils ont passé à peu près 85% de leur temps sur leur téléphone. C'est dire un peu quand même tout ce qui se passe. Et puis évidemment, comme je l'ai tweeté, on se ruise sur le gâteau, la conférence de presse où Paris est champion officiellement et où tu as une dizaine de journalistes. Voilà, bon, faut savoir que l'auditorium, il y a à peu près une centaine de places, peut-être un peu plus, mais voilà, autour de ça. En début de saison, on était au moins quand même 15-20 faciles, plus les médias un peu télé. Hier, on était une dizaine. Voilà, c'est... Ouais, une saison, une fin de saison à l'autre boudin, c'est logique. Eh ben, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je le disais, un match nul hier entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, un but partout. Avec un magnifique but quand même de Léo Messi, il faut le signaler, une superbe frappe sur une passe de Neymar et une égalisation j'ai oublié son nom. Peut-être Yacine, tu vas me le dire. Corentin Jean. Voilà, Corentin Jean, c'est ça. Le même Corentin Jean qui avait pris, il me semble, à l'arrivée de Neymar, une sorte de coup du sombrero, je ne sais pas si vous vous rappelez. Non?
Ouais. Il joue à Toulouse, il me semble. Ouais, il a joué à Toulouse, exact. C'est ça. Donc je le disais, on va rentrer dans le vif du sujet. Première question, et je viens vers toi, Nico. Hier, Pochettino a fait une composition en 3-4-3. Donc on a vu Marquinhos, pardon. Alors je précise, je viens de faire un test Covid, je suis positif, donc possible que je dise des conneries, j'ai pas beaucoup dormi. Donc je disais avec une défense à 3, Marquinhos, Ramos et Kimpembe, un milieu Gay, Verratti, et sur les côtés évidemment Mendes et Hakimi, et un trio d'attaque Messi, Neymar et Mbappé. Première question, Nico, sur la compo, est-ce que tu as été surpris qu'en fin de saison, Pochettino installe cette fameuse défense à 3? On l'a déjà dit, Pochettino ne concevait la défense visiblement à 3 qu'avec Ramos. Donc vu que Ramos il a été disponible que 3 fois dans l'année, dont 2 fois là cette dernière semaine, non, c'est pas une surprise en soi. Après, c'est bien de lancer cette tactique au moment où il n'y a plus rien à jouer. Il reste 5 matchs, les mecs sont plus motivés, donc c'est très très pertinent. Et par contre, pour sa défense, à l'ami Pochettino, on voit que quelle que soit la compo, si ton animation, si les joueurs, si la globalité de ton système ne fait pas ce qu'il faut, faut que tu joues à 3, à 4, à 5 derrière. À l'arrivée, tu vois un peu les mêmes boosts, quoi. Et hier, la compo départ, c'est une compo qui est alléchante. Malheureusement, on a vu un match absolument atroce parce que tu as des joueurs qui se sont bien foutus de notre gueule encore une fois, à l'image de la saison. En tout cas, je trouve que c'est un beau symbole que le titre soit obtenu sur un match comme ça parce que c'est à l'image du titre du PSG. Voilà, c'est le titre des moches. Donc, on est champion des moches. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore plus moche que le PSG cette année, donc ce qui fait qu'on est champion. Mais on reste quand même moche parce qu'on est le champion des moches. Voilà, donc ça a été un match vraiment bien pourri. On va pas en parler trop longtemps, j'espère, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tout était vraiment mauvais, que ce soit l'animation, les positionnements, le jeu. Alors le jeu sans ballon, je peux même pas dire qu'il a été mauvais, parce qu'il n'a pas existé. Les replis défensifs, j'ai quelques captures d'écran de la deuxième mi-temps où tu as envie de rigoler tellement c'en est drôle, quoi. C'est trop. On dirait qu'ils ont perdu des paris, les mecs, et qu'ils doivent faire, ils ont des gages, en fait. Ouais, donc voilà, ça a été vraiment un match à l'image de cette saison, mais je vais pas dire que c'était le plus moche de tous, parce que la liste des matchs pourris a été quand même assez longue et je les ai pas tous listés. Mais celui-là, franchement, du Parc, je sais pas à la télé comment c'était, mais en tout cas du Parc, c'était bien. Franchement, on était sur du haut niveau de foutage de gueule et d'ennui. Donc bravo à eux. Voilà, c'est un beau titre, bien fêté dignement à l'image de votre saison. Bravo messieurs. Cédric, même question sur la compo et puis un peu sur le contenu du match. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es d'accord avec Nico? Je te dis ça parce que, par exemple, en fin de première mi-temps, on a vu que Paris avait eu quelques occasions, en accélérant un peu, avait mis en difficulté cette défense lensoise. On l'a revu aussi un petit peu en deuxième mi-temps. Est-ce que toi aussi, tu as trouvé le match catastrophique, Cédric? C'est un des matchs pourris de la saison, mais comme disait Nico, comme beaucoup de matchs que j'ai vus au Parc, malheureusement, on va pas citer le Classico, enfin bon, il y a tellement de matchs affreux que voilà, la liste est longue. Après, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils nous mettent un système pour lequel nos joueurs sont adaptés, puisque quand tu vois Hakimi et Mendes, ils sont faits pour ce système-là, et qu'ils nous disent maintenant à 5 journées de la fin, non mais on va faire ça parce que je sens qu'on a les joueurs pour. Mais on les a depuis le début de saison, les joueurs. Et s'il faut attendre Ramos, t'as pas Ramos, c'est pas grave. T'essaies avec Diallo, t'essaies avec Kerrer, t'essaies avec Batshuayi. Enfin, encore une fois, la gestion, elle est catastrophique quand tu vois le changement d'Hakimi, quand tu vois l'utilisation des jeunes. Enfin, la liste, elle est tellement longue. Donc ce match-là, c'est juste le reflet, comme disait Nico, de toute la saison. C'est vraiment une saison horrible. Et tu vois que les mecs, ils en ont rien à foutre parce que c'est fini. De toute façon, on est champion. Donc qu'on fasse nul, même si on est dans le pire des cas, on aurait eu une défaite. On était quand même champion le match d'après. Voilà, c'est en roue libre et ils n'ont pas du tout envie de nous faire kiffer, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'époque où on était déjà champion, mais tu avais des mecs comme Ibrahimovic qui voulaient caler des 9-0. Voilà, non, là on n'y est pas. Là, les mecs, ils sont sur le terrain, ils marchent et il n'y a aucune envie. Merci pour ton enthousiasme, Cédric. Pardon.
Yacine, même question sur la compo, sur le contenu du match. On parlait un peu de la défense à 3 et de l'utilisation des latéraux. Hier, on a vu quand même un peu Hakimi dans cette position. Je crois qu'il a eu je sais plus si c'est un ou deux face à face. En tout cas, il y en a un sûr où il rate. Enfin, le gardien arrête la balle. Mais malgré tout, Yacine, pour toi, comme pour Cédric et Nico, c'est un match à l'image de la saison. En tout cas, en Ligue 1. Ouais, en fait, le problème, c'est que, bon, évidemment, je vais pas répéter l'histoire du système à 3 défenseurs. Alors, il y en a qui disent parce qu'il y a Ramos qui est de retour. Moi, je pense que de toute façon, il y avait moyen de le faire avec d'autres joueurs, comme Danilo, comme Kerrer, voilà. La deuxième chose, c'est que, en fait, le système, c'est que si tu n'utilises pas tes latéraux, parce que l'action d'Hakimi dont tu parles, c'est un contre. Donc, il part de très bas. Mais une fois que Paris était placé et haut, en fait, le problème, c'est que à part Mbappé, tu as des joueurs qui font que se chercher. Voilà. Messi, il a le ballon, il lève la tête. Premier regard, c'est Neymar. Deuxième regard, c'est Verratti. Troisième regard, c'est Mbappé. Et puis ensuite, c'est tant pis, ils sont pas disponibles, j'y vais tout seul. Donc en fait, tu peux mettre le système que tu as envie. Si tu n'as pas envie de courir, si tu n'as pas envie de respecter le jeu et que tu es là que pour jouer avec tes potes, de toute façon, tu pourrais. Oui, en gros, ce que tu dis, c'est que ça manque de cohésion. Il y a très peu de cohésion d'équipe, en fait. C'est chacun joue un peu de son côté ou joue avec celui avec qui il a le plus d'affinité, mais il n'y a pas une réelle cohésion d'équipe. Mais voilà, donc tu pourrais mettre 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, on s'en fout en fait. C'est juste que de toute façon, les mecs ne respectent pas le jeu. Et le problème, c'est qu'hier, alors Mbappé, il a au moins cherché Hakimi, parce qu'on voit bien qu'il y a une vraie affinité entre les deux et que ça fait plusieurs matchs d'ailleurs qu'il insiste avec lui, comme s'il voulait montrer que lui est capable de jouer avec. Le problème, c'est qu'hier, Mbappé, il fait un match horrible. Le deuxième d'ailleurs, Yacine. La semaine dernière, c'était pas terrible non plus. Ouais. Donc, du coup, même lui qui un peu déclenchait les choses, était plus respectueux du jeu. Même lui, hier, il n'a pas été dans ce ton-là. Donc, du coup, offensivement, tu n'as rien eu. Voilà, et on s'est ennuyé, comme d'habitude, ça a joué en marchant. Tu peux être mené au bout de 20 minutes parce qu'il y a la frappe de Fofana, il y a la tête piquée de Danso juste au-dessus, qui la pique trop, mais il est tout seul. Voilà, donc, ce que je te dis, c'est, comme l'a dit Nico, en fait, le résumé, c'est il te fallait un point. Et pour une équipe qui n'en a rien à foutre de tout, elle a pris le point nécessaire à l'obtention officielle du titre. Voilà, elle s'est contentée de prendre le point qui manquait pour être champion. Voilà, mais c'est à l'image de la saison. Après, je ne sais pas si on parle des changements, on parle voilà, mais voilà, il n'y a rien eu. Encore une fois, il n'y a rien eu, quoi. Mais juste pour revenir sur le match, Yacine, quand tu dis qu'il n'y a rien eu, on a quand même vu du mouvement entre les trois offensives devant. On a vu quelques tirs, des tirs cadrés, non, Nico, je vois qu'il hoche la tête. Alors après, nous, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Nico, on n'a peut-être pas la même vision quand tu es au parc et peut-être à la télévision. Mais le problème, c'est que s'ils vous mettent 8 ralentis d'une seule action, peut-être que vous, devant la télé, vous avez l'impression que... Non, quand même pas. non, tout de même pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on a vu Mbappé, même s'il n'a pas cadré, enfin, il a cadré parfois. Il y a eu l'action là, en dernière minute où il peut mettre le deuxième but et il cadre pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand même hier, il y a eu quelques occasions de part et d'autre, et aussi le fait, et je vais vers toi, Nico, que cette équipe de Lens, elle est venue pour faire un résultat. Elle a joué beaucoup dans la partie terrain du PSG. Et donc ça a ouvert un peu le jeu, et malgré tout ça, Nico, pour toi le match était vraiment vraiment catastrophique. Il y a pas de franchement, en première mi-temps, à part il y a 2 accélérations d'Mbappé qui se concluent par des frappes du gauche au-dessus, mais en première mi-temps, moi j'ai pas de souvenir qu'il se passe autre chose. Et puis même en deuxième, c'est. Il y a un temps fort, Nico, en fin de première mi-temps, les 10 dernières minutes, où tu as quand même le PSG qui est dans le camp lensois, qui a pas mal d'occasions. Alors, évidemment, ça concrétise pas, ça cadre pas, mais tu as quand même eu quelques actions en fin de première période et en début un petit peu aussi. Ouais, écoute, moi je vois surtout un truc, c'est tellement lent. Dans la manière de jouer, c'est tellement sans intensité, c'est tellement stéréotypé. Alors effectivement,
Sur la fin de première mi-temps, ils réussissent à faire monter le bloc d'une vingtaine de mètres et effectivement, Lens a plus de mal à sortir. Mais il se passe pas grand-chose quand même, quoi. Et puis surtout, il n'y a rien qui a réveillé le parc, quoi. Franchement, à part les 2 accélérations d'Mbappé, le stade est dans une torpeur totale jusqu'à la mi-temps. Et après, en deuxième, franchement, c'est pareil, quoi. À partir du moment où Lens est réduit à 10, tu sens même pas une tentative d'accélération. Alors, il y a 2-3 éclats, il y a le but de Messi, il y a effectivement la dernière frappe de Mbappé. Mais il n'y a pas de continuité dans l'intensité, dans l'envie de faire mal, d'accélérer. Ils ont joué sur un monorythme du début à la fin et à l'arrivée, il n'y a pas beaucoup d'arrêts pour Jean-Louis Leca quand on regarde. Hein. Il y a le coup franc de Messi aussi qui sort, mais bon, c'est très très limité tout ça. Donc non, moi honnêtement, j'ai du mal à trouver des points positifs. Et puis tu parlais tout à l'heure des combinaisons entre les 3 de devant. Moi, j'ai vu les 3 de devant qui perdaient beaucoup de ballons. Mais j'ai pas vu devant faire des combinaisons. Par contre, à se chercher à l'extrême, à s'entêter, à toujours se chercher dans 5 cm², ça oui, ils ont été très bons là-dedans. Mais par contre, pour essayer d'aller proposer, il n'y en a pas un pendant 90 minutes qui a été sur une aile pour aider un des 2 latéraux à déborder pour venir chercher un relais. Non, moi pour le coup, je t'ai dit, quand je te disais tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était un des pires matchs de la saison. Je dis ça pour pas dire que pour moi, ça a même été le pire, parce que j'ai vraiment trouvé que c'était d'une rare faiblesse hier quand même. Hein. Oui, tu voulais réagir, Cédric? Ouais, je disais juste, en fait, le terme qui représente bien la saison, c'est suffisant. On est suffisant à chaque fois. On mène 1-0, on attend, on est là, on fait des passes, on presse pas trop, et derrière, on en prend un. On est suffisant. On l'a été sur toute la saison. Il y a des matchs où on pouvait vraiment pousser, mettre 2-3 buts, être tranquille. Non. Sur le cas Mbappé, Yacine, je reviens vers toi parce qu'on a parlé d'Mbappé qui a fait 2 matchs consécutifs très moyens. C'est aussi parce qu'on arrive en fin de saison qu'il n'a toujours pas communiqué sur son avenir. Est-ce que ça peut jouer, ça, Yacine? Parce que c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas trop, Mbappé, depuis 2 matchs. Il est beaucoup moins performant. Est-ce que le fait qu'on s'approche, là, il avait dit qu'il parlerait après le titre, etc. Donc, je pense qu'on en saura bientôt un peu plus sur l'avenir de Kylian Mbappé. Mais est-ce que dans son esprit, ça peut jouer aussi ajouter à ça le comportement du virage hauteur, enfin des ultras, est-ce que ça peut jouer dans le fait qu'il est un peu moins performant ces derniers temps? Oui, c'est sûr que ça peut jouer. On peut dire 2 choses en fait. La première, c'est que lui au moins a plutôt été au niveau sur tout l'ensemble de la saison. Donc c'est un peu logique aussi qu'il ait un petit creux. Alors ça aurait pu arriver avant, ça arrive maintenant. Je pense qu'il y a aussi le relâchement de se dire, bon, de toute façon, maintenant le travail il est fait, avec 15 points d'avance. De toute façon, je rappelle que Paris avait besoin d'1 point officiellement, mais il fallait quand même un miracle pour que, même avec 0 point, le PSG soit pas champion, puisqu'il fallait que Marseille gagne ses 5 derniers matchs, que Paris perde les 5 derniers, et qu'en plus, Marseille remonte l'écart de 23 buts, à la différence de buts. Donc, tu vois. Il y avait peu de suspense. Voilà, Paris était champion, mais officiellement, maintenant, voilà, c'est fait. Donc, je pense qu'il y a cette décontraction. Il y a aussi, oui, je pense, la réflexion autour de son avenir. Et c'est bien sûr que c'est compliqué à gérer parce que lui, il joue quand même quelque chose d'important. Et je pense aussi, parce qu'encore une fois, lui, il joue pas sa place en Coupe du Monde parce que tout le monde sait qu'il va y aller. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec une Coupe du Monde placée en plein milieu de saison, tu peux très bien aussi te poser la question, est-ce que c'est le moment de partir dans un nouveau challenge avec l'adaptation qui va avec, en sachant qu'il n'y a pas de préparation cette année pour la Coupe du Monde. Je rappelle que tous les championnats terminent 7 jours avant le premier match de la Coupe du Monde. Donc, il y a aussi… la préparation, on va dire que c'est les 2-3 mois de championnat qui auront lieu avant la Coupe du Monde. C'est ça qui servira de… Exactement ça. Donc si tu es dans une adaptation, que ça ne se passe pas très bien au début, que tu n'es pas dans le doute, mais entre guillemets, est-ce que c'est le bon moment? Tu vois, il y a peut-être tout ça aussi qui joue. Donc je pense que là, oui, avec le titre acquis, on sent qu'il y a un relâchement. Oui, c'est logique. Après, je pense aussi, quand on en parlera après, mais c'est déclaration, oui, que le comportement des supporters, il n'est pas anodin, tout ça aussi. Ah non, c'est clair. Nico, même question sur le rendement d'Mbappé sur ces 2 derniers matchs. Est-ce que pour toi, il y a un lien de cause à effet avec les négociations sur son avenir? On a appris cette semaine qu'une partie de la famille Mbappé était à Doha. Moi, on m'a confirmé qu'effectivement, il y a une rencontre avec Nasser Al-Khelaifi, mais une sorte de rencontre informelle, mais évidemment que ça va parler de l'avenir d'Mbappé. Mais est-ce que, selon toi, Nico, ça peut aussi jouer dans la tête d'Mbappé dans cette fin de saison?
Bon, écoute, Mbappé, il fait tout seul depuis un petit moment, donc il a le droit aussi d'avoir quelques matchs de moins bien. Après, hier, c'est un match de moins bien où il peut marquer 3 buts avec un petit peu de réussite. Je pense qu'il est juste dans une de ces périodes des attaquants où on est un peu moins précis, on fait un peu moins le geste juste. Voilà. Écoute, après, si c'est si c'est le manque de soutien qui explique que Mbappé est moins bon hier, pourquoi pas, mais moi je ne suis pas convaincu que ce soit ça. Juste il est dans une période, j'imagine, où il est un tout petit peu moins en réussite et je ne m'inquiète pas pour lui, c'est pas grand chose. Et après, encore une fois, hier, malgré tout ça, c'est le seul qui te donne des frissons. C'est le seul qui accélère, c'est le seul qui court vite de temps en temps, c'est le seul qui provoque, c'est le seul qui réussit des dribbles. Donc à l'arrivée, quand tu regardes le bilan, un mauvais match de Mbappé, ça reste un très bon match par rapport à toutes les quiches qui sont autour de lui. Donc non, écoute, aucune critique sur Mbappé, sur son match en tout cas, sur ses propos. Alors, c'était pas les critiques, hein, c'était juste savoir si tous ces éléments réunis, que ce soit la réaction des supporters, son avenir en pointillé, etc., c'était plutôt là-dessus. Non, mais après, il y a aussi le relâchement de la fin de saison. Il est comme les autres. Voilà. Maintenant, lui, par rapport à d'autres, il a le record de meilleur buteur à aller chercher. Enfin, voilà, il veut finir meilleur buteur, peut-être même meilleur passeur. Donc, c'est peut-être aussi ce qui explique qu'il soit un peu plus motivé que les autres. Mais hier, sur le terrain, on l'a vu quand même très agacé, très souvent s'énerver contre des choix de passe, des erreurs, je dis pas qu'il a été irréprochable sur plein de choses, loin de là, hein, mais quand même hier, il y avait beaucoup. Il n'est pas aidé, et puis il y avait beaucoup d'agacement de sa part. C'est comme ça donne quand même l'image d'un joueur qui est encore motivé malgré tout. Je peux vous dire qu'en hier, ils n'ont pas montré le moindre signe d'agacement. D'ailleurs, ils n'ont même pas montré le moindre signe de vie encore. Donc non. Donc sur Mbappé, franchement, sur ce qui s'est passé sur le terrain avec Mbappé, il n'y a aucune critique de mon côté en tout cas. Cédric, même question sur Mbappé. Non, moi je pense pas que les éléments extérieurs puissent altérer son niveau de jeu. Il l'a déjà démontré. Hein. La pression, c'est pas quelque chose qui le touche véritablement. Après, il y a une forme de lassitude. Je pense que c'est un peu normal quand tu joues avec, je vais pas dire jouer avec des chèvres parce qu'il est avec des très bons joueurs, mais quand tu vois le degré de motivation des autres et toi ton implication, il y a un moment donné où tu dois aussi en avoir plein le cul, quoi. Et puis comme disait Nico, il n'est pas aidé. Donc parfois tu fais la différence tout seul, mais il y a des moments où tu as besoin d'une passe, tu as besoin de quelque chose, quoi. Et là c'était pas vraiment le cas. Donc ouais. Puis on est en fin de saison, il peut aussi avoir un ou deux matchs où il peut être en dedans et entre guillemets parce qu'il fait encore quand même pas mal de choses par rapport aux autres. Donc non, il n'y a aucune critique par rapport à Mbappé. Sachant en plus qu'au stade, c'est quand même un des seuls, si ce n'est peut-être le seul, qui a des acclamations, dont on scande le nom, etc. Avant de passer au... Oui, vas-y Nico, vas-y. Cédric, c'est faux ce que tu dis parce que quand Messi marque des buts à l'échauffement, il est ovationné par tout le virage. Ouais, non mais... C'était horrible. Yacine, on a encore entendu le chant barcelonais sur le but de Messi hier, c'était insupportable. Alors, il y a le chant, mais je vous jure que ce que raconte Nico, parce qu'on a échangé pendant à cause de ça, à l'échauffement. Non, mais le public, ça applaudissait, c'était en extase sur des frappes à l'échauffement, quoi. C'est un sketch. Non, mais voilà. Tu sais, ça c'est les spectateurs du parc, c'est pas les supporters. Bien sûr, on est d'accord. C'est complètement différent. Toi, Yacine, aussi, tu voulais revenir un peu sur la gestion des remplaçants et sur le choix de Pochettino de sortir Hakimi pour faire rentrer Di Maria, repasser dans une défense à 4 avec Marquinhos latéral droit. Tu voulais en parler parce que justement le but égalisateur venait du côté droit, du côté d'Hakimi, donc c'était pas, encore une fois, c'était pas bien senti de la part de Pochettino. Bah ouais, mais je pense qu'en fait c'est juste pas senti du tout, c'est que pour faire rentrer Di Maria et lui offrir quelques minutes sur le match du titre, il fallait bien sortir quelqu'un et que tu pouvais pas sortir Gay ou Verratti à ce moment-là parce que ça fait un peu trop, et évidemment tu peux pas sortir un des trois de devant. Donc, tu choisis de sortir Hakimi en te disant je vais mettre Marquinhos latéral droit, on va repasser en 4-2-4, allez, on va dire 4-2-4, avec une défense à 4, Ramos et Kimpembe dans l'axe, et puis pour faire plaisir à Di Maria, qui se fout de ta gueule quand même depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et pour le récompenser de se foutre de ta gueule quand même, parce qu'il ne faut jamais oublier de récompenser ceux qui se foutent de ta gueule. Et qui défend bien en plus. Et qui défend très bien.
Ouais. Et là, évidemment, bon, alors non seulement Di Maria, je ne sais pas s'il est rentré sur le terrain, mais en plus de ça, évidemment, il ne défend pas, parce qu'il n'en a plus rien à foutre depuis des mois. Donc, comme par hasard, l'action du but, elle vient sur un centre côté droit, côté de Marquinhos. Et quand vous regardez bien l'action, le centre avec les joueurs lensois dans les intervalles parisiens, etc., le joueur qui vient couper au deuxième poteau, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux bien que le système, ce soit quelque chose, l'animation, c'est autre chose, et je suis le premier à le dire. Sauf que regardez bien comment Paris a défendu pendant 60 minutes, 70 minutes, et regardez bien le but. Comme par hasard, le joueur qui est au deuxième poteau, Corentin Jean, qui vient fermer le centre, si Paris avait défendu à 5 à ce moment-là, comme depuis le début du match, Nuno Mendes aurait été sur lui, Kimpembe aurait été à la place de Nuno Mendes, etc. Voilà. Tu as voulu faire plaisir à un joueur qui se fout de ta gueule, à un petit Argentin à qui il faut encore donner du temps de jeu. Voilà. Tu as foutu en l'air une victoire, déjà, bon, que tu ne mérites pas forcément parce que le match est horrible, mais le peu que tu as fait pour aller la chercher, tu n'es même pas capable de le garder parce que tu te fous de la gueule du monde depuis le début, toi aussi, ton coaching il est nul, et que les trois de devant, même quand ils jouent pas, tu n'es pas capable de les sortir. Et en plus, tu vas nous expliquer maintenant qu'à partir de la semaine prochaine, puisque le titre est acquis, que tu vas faire jouer les jeunes. Vers qui tu vas dire d'aller Non, ça il l'a dit. Ça il l'avait dit il y a 2 matchs, il me semble. Hein. Ouais. Et on les a pas vus encore hier. Mais donc, tu es champion hier, tu n'es pas capable d'en sortir un. Et là, tu es en train de nous faire croire que tu vas dire à un des internationaux, là, bon les gars, merci pour tout, mais maintenant je vais lancer un peu les jeunes, allez vous asseoir sur le banc. Mais sinon, non mais arrête. Tu sais quoi, mais arrête les déclarations, arrête les confs de presse. Franchement, tu sais quoi, à la limite, parce que j'ai été énervé la semaine dernière quand il s'est foutu de nous en répondant aux questions oui, non, mais je crois que c'est mieux en fait. Tu sais, en fait, vraiment, tu sais, je vais jusqu'au bout de la démarche, j'arrête d'inventer des trucs, je vais vous raconter des histoires, comme le coup de on va peut-être rester à 3 parce que ça semble correspondre aux qualités de nos joueurs à la 33e journée après 45 matchs joués. Tu te rends compte de ça. Donc tu vois, il ne se fout pas de ta gueule, le mec. Écoute, ouais, réponds par oui ou par non, c'est mieux. Voilà. Et puis tout le monde, au moins on sait que tu te fous de notre gueule. Tout le monde est content. Voilà, on prend ce qu'on a à prendre et on passe à autre chose. Nicolas, et d'ailleurs, excuse-moi. Et d'ailleurs, vous avez remarqué quand même qu'il y a un petit changement dans son comportement. Il y a eu cette histoire d'interview à Canal là, avec son staff, le sourire et tout. Depuis que Ten Hag a signé à Manchester et que la porte a l'air de s'être fermée à Manchester, je le trouve quand même changé, le Maurice. La défense à 3, 2-3 mots en français. Hier, en conf de presse, il répondait. D'ailleurs, la semaine d'avant, il répondait par oui, non, énervé. Cette semaine, il répondait avec des phrases construites, un peu de sourire. Il a même blagué un peu avec un journaliste. Je trouve ça très bizarre. Il y a 2 semaines, Ten Hag n'était pas à Manchester. Ce Maurice, il en voulait à tout le monde. Et là, maintenant... Ah non, je ne dois pas dire Maurice, parce qu'un mec, il m'a dit que c'était raciste de dire Maurice. Désolé. Donc, Mauricio Pochettino. Ah bon ouais. J'ai tweeté, un mec, il m'a dit, dire Maurice, c'est se foutre de sa gueule, c'est limite raciste. Donc, excusez-moi. Donc, Mauricio Pochettino, qui lui se foutait de notre gueule, justement. Je le trouve un peu changé. Il prépare la saison prochaine. Donc, peut-être que la porte qui s'est fermée à Manchester, il se dit, bon, finalement, je vais peut-être essayer de gratter une année de plus à Paris. Bref, voilà. L'opération de Leonardo, je pense pas. Nico, pareil, hein, sur les remplacements, les remplacements de Pochettino hier, on a senti d'ailleurs Hakimi qui est sorti de l'autre côté, qui a pas serré la main à Di Maria lors du remplacement. Le but qui vient évidemment du côté droit. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça, toi, Nico? Rien, parce que on jouait la 65e ou 70e et que ça faisait longtemps que je regardais plus le match, pour tout te dire. J'étais en train de discuter avec mes copains de la tribune et j'apprenais quelques notions de néerlandais avec un mec très sympa à côté de moi. Donc j'en pense rien. Voilà. Et de toute façon, il n'y a rien à en penser parce que, comme l'a dit bien Yacine, c'est pas des changements pour répondre à un besoin tactique à un moment donné du match, parce que tu te rends compte que tu as besoin de changer un truc pour faire que ça va aller mieux. C'est juste, comme l'a dit Yacine, des changements pour donner du temps de jeu à un mec qui est meilleur passeur de l'histoire de ton club, qui va bientôt partir et à qui il faut donner quelques apparitions. Donc les changements, ils ont aucune cohérence. Voilà, je comprends pas déjà. J'ai pas compris qu'on se retrouve à changer comme ça la défense sans aucune raison. Voilà, il déséquilibre tout et à l'arrivée tu te fais punir par une équipe en infériorité numérique. Donc qu'est-ce que je te dise? Puis il nous a encore une fois, il nous a monté le bourrichon avec les jeunes, avec tout ça. Je maintiens que des jeunes sur un match comme ça, ils vont cavaler un peu plus.
et qu'au moins ça va donner un petit peu de vie à un match où il se passe rien. Tu vois, Michou était suspendu, mais on a vu à Angers que quand ils rentrent, au moins, ils font pas tout bien, mais au moins ils courent. Et moi, aujourd'hui, c'est tout ce que je demande, c'est de voir des mecs qui courent. Tu vois, je suis même plus exigeant, je demande même pas des combinaisons, des 1-2, des dribbles. Je demande des mecs qui courent. Donc, s'il faut aller voir une réunion d'athlétisme à Charletti pour voir des mecs qui courent, on va y aller. Mais si on pouvait aussi le voir de temps en temps au parc, moi, je suis preneur. Donc voilà, moi je vais le dire parce que je m'en fous et je suis pas raciste, donc je vais le dire d'autant plus. Le Maurice, il nous a encore bien fait chier hier avec ses choix et lui aussi, il est dans la lignée. Il a dignement aussi fêté son premier titre de champion, bravo à lui. Quand même, faut le dire. Ce grand entraîneur vient enfin d'avoir un titre de champion et c'est grâce à lui puisqu'on a pris un point. Donc bravo Maurice quoi. Alors après, on a vu une vidéo sympa sur la chaîne du PSG, sur PSG TV, où Mauricio Pochettino tend le micro à ses adjoints, aux membres de son staff, pour les faire réagir sur le 10e titre, pardon. Et on voit même son fils, qui fait partie du staff, qui est préparateur physique, il me semble, qui parle très très bien français, son fils. J'ai vraiment été surpris. Son fils qui disait que depuis que son père avait joué à l'époque au PSG, qu'il était devenu un fan inconditionnel du PSG, qu'il avait toujours le maillot, qu'il avait toujours supporté. Alors on peut critiquer Mauricio sur son boulot, on est tous d'accord, etc. Moi j'ai trouvé la vidéo plutôt sympa, de le voir sourire, lui et ses adjoints. Évidemment, encore une fois, tout n'a pas été rose, mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de le voir sourire, parce qu'on ne le voit pas beaucoup sourire, Pochettino. Donc voilà, c'était une petite aparté. Dernière chose avant de basculer sur les supporters, moi personnellement j'ai trouvé un très très bon Marco Verratti. Je sais pas ce que vous avez pensé. Il a intercepté beaucoup de ballons, il a récupéré beaucoup de ballons. Un mot sur Marco Verratti, les amis. Yas, comme on sait que tu l'apprécies beaucoup. Ouais, bah, je le dis, moi c'est clair. Évidemment, quand il est absent, tout le monde est énervé, mais quand il est là, il n'y a rien à dire. C'est ton système, c'est ton créateur, c'est le seul joueur de. En fait, c'est pourquoi c'est le seul joueur de foot, parce que c'est le seul, quoi qu'il arrive, qui respecte le jeu. Ou en tout cas, essaye de respecter le jeu. Qui fait des choses pour le bien de l'équipe. Voilà. Évidemment qu'il y a des choses qui dérangent, parce que, par exemple, le ballon, où il y a la faute de Fofana dans la surface. Il y a plein de gens qui vont te dire, ah, mais il prend encore des risques. Mais en fait, il est obligé. Parce que dans une équipe où personne ne court, oui, il aurait pu dégager le ballon, comme plein de joueurs l'auraient fait. Mais ça sert à quoi, en fait? Lui, il veut jouer au foot. Donc voilà, et en fait, c'est juste que ce joueur, quand il est sur le terrain, il n'y a rien à dire. Voilà, et évidemment, comme tu le dis si bien, oui, ça a été, encore une fois. En fait, dans tous les matchs, vous regardez quand il joue, c'est toujours un des 3 meilleurs jeux. Ouais. C'est simple. Et pourtant, je suis obligé de le dire parce que j'ai lu un tweet hier, ça m'a fait tellement rire. Guendouzi a fait plus de passes décisives que Marco Verratti sur les 3 dernières saisons. Voilà le football de merde d'aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a un mec qui a fait 4 passes décisives et que l'autre en a fait une en 3 ans. Mais écoute, non seulement je prends 9 Verratti à la place d'un Guendouzi avec ses stats, mais ils font juste pas le même sport. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc arrêtez vos conneries avec vos stats à 2 balles. Arrêtez quoi, stop. Cédric, Nico, vous voulez dire un petit mot sur Verratti ? Moi, je suis un inconditionnel de Verratti. Donc, le PSG n'a jamais le même visage quand il est là ou quand il n'est pas là. Donc, non, moi, Marco, j'aimerais juste qu'il soit associé enfin au milieu de terrain avec des joueurs intéressants. Mais, oui, Pogba, il arrive, t'inquiète pas. Franchement, ce sujet, j'ai même plus envie d'en parler parce que ça me déprime. Mais non, mais Verratti, oui, bien sûr, on le sait. On est dépendant de Verratti. C'est aussi un de nos problèmes. Mais moi, j'adore ce joueur, donc non, j'ai rien à dire. Nico, un petit mot où on bascule directement sur la 75e. Ah non, moi, Verratti, ouais, hier, c'est effectivement le seul qui propose un peu de football, mais écoute, voilà, il est au milieu de les autres. Je trouve qu'il commence même à se faire un peu contaminer par la médiocrité autour de lui. Il peut pas tout faire tout seul. Voilà. L'animation du PSG de toute façon c'est Verratti et Mbappé. Qu'est-ce que je te dis. Donc, heureusement qu'il est là pour nous donner au moins quelques prémices de football. Mais bon, alors c'était pas son meilleur match non plus quand même. Faut pas exagérer quoi. Mais oui. En tout cas au milieu de terrain pour ce qui est des récupérations de balles et des interceptions etc. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match hier. Alors encore une fois, moi j'ai vu le match, j'étais pas en train de discuter avec mes amis. Alors, peut-être que tu n'as pas tout vu, Nico. Ça.
Juste si je peux, parce qu'il y a une phrase de Benzema après la victoire de Madrid sur le PSG qui avait été importante et il disait lui-même, et je pense pas qu'il soit là pour faire briller qui que ce soit, Verratti, on savait que Verratti c'est le système du PSG et qu'une fois qu'on coupe Verratti des premières relances, on a coupé genre en gros plus de 50% du jeu du PSG. Voilà. Je pense que quand même malgré tout, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, écouter certaines radios qui vous disent qu'il est éclaté, hein. Mais quand c'est tout le temps que les adversaires parlent de Verratti, quand les joueurs du club qui arrivent parlent de Verratti, quand un mec comme Benzema après la victoire te dit c'est lui le système, il te dit pas c'est un joueur important, il te dit c'est le système du PSG et qu'il fallait le couper des autres parce que dès qu'ils ont plus cette solution Verratti, ils ont des problèmes pour jouer. Mais je pense quand même à un moment donné, ouvrez juste les yeux, quoi. Arrêtez d'écouter les conneries de mecs qui veulent faire du buzz et ouvrez juste les oreilles, ouvrez les yeux et voilà, c'est tout. On a encore une fois, on ne dit pas que Verratti c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Au PSG, c'est le meilleur et surtout, c'est le système du PSG. Si tu le bloques, lui, en gros, il n'y a plus rien à part des fulgurances de Mbappé, mais encore faut-il que le ballon arrive jusqu'à Mbappé. C'est notre problème. Et encore, on parle pas des grands entraîneurs qui l'ont aussi encensé. Je pense à Guardiola, tous ceux qui ont affronté le PSG en général. Il y a toujours un mot du coach pour la prestation de Verratti quand le PSG a battu ses équipes. Messieurs, on va tout de suite basculer sur l'après-match, hein, sur ce qui s'est passé avec les supporters. Je rappelle qu'hier, le collectif Ultra Paris avait communiqué avant ce match en invitant les supporters de toutes les tribunes d'ailleurs à les retrouver au pied de la tribune Auteuil pour fêter le titre à la 75e minute. Ce qu'ils ont fait, ils ont quitté les tribunes et ils ont fêté le titre avec des fumigènes, ils ont chanté, etc. En gros, le message, c'est on fête le titre du club, mais on le fête pas avec les joueurs. Donc ça, c'était un peu le message que voulait faire passer le collectif Ultra Paris. Donc ils avaient communiqué, je crois, 48 heures avant le match. Première question, est-ce que vous avez trouvé ça cohérent? Est-ce que vous avez trouvé que cette action était bien menée, ou est-ce qu'il y avait une sorte d'incohérence? Est-ce qu'il fallait pas simplement faire vœu de silence pendant tout le match et ne pas fêter, étant donné qu'ils avaient émis beaucoup de critiques sur la saison du PSG et sur l'obtention de ce 10e titre? Je vais peut-être venir vers toi d'abord, Nico, que tu avais organisé le Space avec pas mal de membres du collectif Ultra Paris qui parlaient pas au nom du collectif Ultra Paris, ils parlaient en leur nom, mais ils faisaient partie de l'association. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du mouvement, du départ des supporters à la 75e minute? Quel est ton ressenti là-dessus, Nico? Déjà, je suis content de parler avant Yacine, parce que comme ça, au moins, on pourra se mettre à l'abri tranquillement juste après. Donc, il y a deux choses, moi, que je n'ai pas compris. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, je le redis, déjà, je ne suis pas un porte-parole du club, je ne suis pas leur avocat, je ne suis pas membre non plus. Mais c'est vrai que moi, je soutiens leur mouvement de contestation et je trouve que le silence qu'ils ont adopté depuis quelques matchs est un moyen de protester que je trouve plutôt intéressant et plutôt bien trouvé. C'est mieux que d'insulter comme c'est pas permis. Voilà. Moi, donc déjà, ça c'est dit. Après, sur ce mouvement-là, beaucoup parlent d'incohérence parce qu'ils soutiennent les féminines, parce que voilà. Moi, encore une fois, je trouvais que pour l'instant, c'était parfait. Hier, je vais être franc, je comprends pas deux choses. D'abord, je comprends pas la présence des Lensois au milieu du virage. Je sais pourquoi ils font ça. Ils font ça pour montrer que l'interdiction des déplacements, c'est aléatoire, c'est complètement arbitraire et ils dénoncent. Très bien. Je pense que c'était pas le moment. Tu peux pas défendre deux causes en même temps dans un moment comme en ce moment. Et les Lensois qui se retrouvent au milieu de cette histoire, je trouve déjà c'est une première erreur. Je passe en plus, peut-être que Yacine en parlera, mais je passe en plus l'aspect historique de la rivalité entre les Parisiens et les Lensois. Voir des Lensois déployer une banderole dans le virage Auteuil, personnellement, ça me fait un peu bizarre quand même. Donc, première chose. Maintenant, ça de côté, sur le fait de sortir, qui sortent pour refuser de célébrer le titre avec l'équipe, j'aurais trouvé ça, pourquoi pas, très bien. Mais aller fêter le titre dehors, ça veut dire qu'en gros, on est content de célébrer un titre qui nous est apporté par une équipe qui se fout de notre gueule et qu'on a ciblé dans nos critiques. Je vois pas où là, il y a vraiment plus aucune cohérence. C'est complètement incompréhensible. Alors, j'entends certains qui m'ont dit, du coup, j'ai discuté un peu avec certains en message depuis ce matin. Ils étaient frustrés, ils avaient besoin de chanter, de montrer qu'ils aimaient le PSG, qu'ils n'étaient pas insensibles au titre. Mais le problème, c'est que le message qu'ils envoient là,
ils brouillent l'image de leurs revendications. Je pense qu'en plus, ils vont s'isoler encore plus qu'ils ne le sont, parce qu'aujourd'hui, les membres du CUP sont très isolés dans le parc. J'ai trouvé que depuis quelques jours, des retours que j'ai. Pas du CUP. Le CUP, excuse-moi. Je viens me dire tu vois, pendant le space, je disais le collectif pour pas me tromper. Donc, je trouve que le collectif est très isolé, et je trouve qu'avoir fait ça, ça va complètement brouiller le message. Moi, aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il fait. Enfin, encore une fois, voilà, la frustration, besoin de chanter, besoin de montrer qu'on aime le PSG, mais ça, on savait déjà qu'ils aimaient le PSG. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais là, en gros, ils ont été célébrés le titre qui ont été apportés par des mecs qui te chient dessus depuis 1 an. Donc, je ne comprends pas le message et j'aurais vraiment pas fait ça de mon côté. Et je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Cédric, même question. Qu'est-ce que tu as pensé? Je ne sais pas d'ailleurs si tu étais au parc hier, Cédric, ou pas. Oui, parce que non, j'ai fait comme notre président, tu sais, pour fêter un titre, je viens pas. C'est mieux. Bon, des incohérences, tu vois, déjà, il y a celle-là aussi. Enfin, il y en a plein. Après, on peut les énumérer. Non, ce qui concerne le CUP, moi, il y a beaucoup d'incohérences, en fait. Il y a beaucoup de bordel. Là, on a Romain qui est revenu aussi, par rapport à Nico. Enfin, ils ont changé de présidence encore une fois. Je crois que même eux, ils sont un petit peu perdus dans la gestion. Ils sont un petit peu perdus dans ce qu'ils font. Et je rejoins Nicolas, il n'y a rien de cohérent. Il n'y a rien. C'est soit tu continues avec ton mutisme et tu restes dans on ne célèbre pas parce qu'on s'est foutu de notre gueule, mais sortir du stade pour célébrer, ça a ni queue ni tête. La banderole, les Lensois, j'ai même pas envie d'en parler quand on pense à l'antagonisme qu'on a eu par rapport à ça. C'est juste absurde, mais vraiment. Enfin, en tout cas, en ce moment. Non, moi je pense qu'ils sont un petit peu perdus en fait. Donc la problématique, c'est qu'à leur tête, il n'y avait personne, il n'y a pas eu vraiment un meneur, comme il y a pu avoir par le passé au tout début du CUP avec c'était Romain. Voilà, j'émets des hypothèses sur ça, mais en tout cas, moi, l'action, je suis absolument pas d'accord. Voilà, et je trouve ça totalement incohérent. C'est soit tu as une ligne directrice, tu la prends, tu dis voilà, on va arrêter d'insulter, ce qui est mieux quand même, on va pas supporter, etc. Il n'y a aucun problème, vas-y, fais-le, fonce, mais fais-le jusqu'au bout. Comme dit Nico, c'est absurde de sortir à la 75e, d'aller fêter. Voilà. Je suis pas du tout dans leur action et je comprends pas vraiment ce qu'ils font. Voilà. De par notre histoire aussi, avec les Lensois, etc. Même pendant le Classico, enfin il y a plein de choses comme ça où il faut que tu réfléchisses un temps soit peu et de par leurs actions. Voilà. Il n'y a rien de cohérent là-dedans et je suis pas fan. Ok, merci Cédric. Yacine, comme le disait Nico, on a l'impression que le message du collectif Ultra Paris est un peu brouillé. Je le disais en préambule, ils ont communiqué 48 heures avant le match face à Lens pour donner rendez-vous aux supporters à la 75e minute pour fêter le titre. Mais on a l'impression qu'ils ont pris cette décision un peu à la hâte parce qu'ils ont vu qu'il commençait à y avoir beaucoup de critiques sur le collectif Ultra Paris. Et tu as l'impression que les mecs sont un peu perdus dans le message qu'ils veulent envoyer, dans les actions qu'ils mènent. Moi, un peu comme Nico, moi je soutiens la grève, le fait de faire silence, etc. Et je pense que s'il l'avait fait jusqu'au bout, ça aurait été beaucoup plus cohérent. Mais au-delà de ça, on sent même que le message a été mal expliqué. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que le collectif Ultra Paris fait grève parce que, par exemple, le PSG a été sorti par le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est pas du tout ça. Hein. En gros, ce qu'ils reprochent, c'est ce que nous, on reprochait aux joueurs tout le long de cette saison pendant le podcast, c'est l'investissement des joueurs sur le terrain. Et on parle pas que de Ligue des Champions. Hein. Moi, par exemple, je pense qu'on est tous d'accord, le fait de se faire sortir par Nice en Coupe de France, moi, j'étais absolument dégoûté. C'est un titre qui est très important pour le PSG. Et on a l'impression, Yacine, vraiment que s'ils avaient été beaucoup plus clairs sur leurs revendications, l'autre partie des supporters aurait peut-être un peu mieux compris le message. Or là, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Ouais, en fait, ils ont simplement tué leur action hier. Pour moi, je vous le dis, je vais être clair. Pour moi, ils ont fait n'importe quoi. Ils peuvent arrêter la grève, ils peuvent arrêter les revendications. Ils ont, en fait, tout décrédibilisé. Premièrement, l'histoire avec Lens. Donc, moi, je veux bien, on m'explique. Est-ce que d'ailleurs, Yacine, je te coupe, est-ce que tu peux rappeler l'antagonisme entre les deux clubs parce que beaucoup pensent que c'est lié à la banderole qu'il y avait eu au Stade de France, la fameuse banderole qui avait fait polémique. Or, il ne s'agit pas de ça. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, puis après, tu développeras sur le…
Donc j'ai mis un reportage qui date des années 90. Alors évidemment, il y en a certains qui ont sauté sur l'occasion en me disant ouais, mais c'était Boulogne. Alors je vous rappelle quand même que Boulogne, ça restait les supporters du PSG, que les Lensois, ils n'étaient pas contre la tribune Boulogne à ce moment-là, mais contre les supporters du PSG, et qu'ensuite ça a duré dans le temps. Il faut se rappeler quand même le nombre de fois où les Parisiens vont à Bollaert et se font insulter. Les Lensois, parce que c'est historique, hein, ils sont traités de paysans, de ch'tis, la fameuse banderole. La fameuse banderole, en fait, elle vient, mais c'est ce qui se disait depuis des années au parc. C'est pas la banderole, elle n'est pas apparue comme ça. D'un coup, ils se sont dit, tiens, on va se réveiller, on va écrire ça. Donc, c'est la rivalité qui a toujours existé, et il y a déjà eu des affrontements, malgré tout, entre les Lensois et les Parisiens, notamment les indépendants à l'époque, et ça a toujours existé. Donc, moi, non seulement les recevoir, c'est déjà... Ils parlent tout le temps, ces supporters-là, ils nous parlent tout le temps d'histoire du club. Mais l'histoire des supporters, c'est quoi? Vous croyez que la rivalité entre la Juve et la Fiorentina, d'accord? Le mec qui a 20 ans ou 17 ans, mais il est nourri à ça, ça fait partie de l'histoire de son club. L'histoire d'un club, c'est pas juste un maillot et 3 titres. C'est aussi une rivalité avec d'autres clubs, avec des supporters. Il y a des supporters qui s'entendent bien à travers l'Europe, il y en a qui se détestent, etc. C'est l'histoire du supporterisme. Donc quand tu fais ça, déjà, tu es en train de mettre un coup de couteau à l'histoire des supporters de ton club, déjà, et donc à ton histoire. La deuxième chose, c'est la banderole dans ton virage. Mais attendez, demain, mais invitez carrément les supporters de l'OM, ils viennent avec leurs bâches et tout, on les met ensemble, on est ensemble, c'est le football, c'est la fête, normal. Allez-y, il n'y a plus de limite. Après, Yacine, je comprends et je te laisse finir. Après, il y a un contexte c'est une sorte de ras-le-bol. Alors, le moment était mal choisi, hein, je suis d'accord, mais il faut rappeler qu'il y a un vrai contexte sur le déplacement des supporters. Toute la saison, mais on n'a pas arrêté d'avoir des arrêtés préfectoraux pour interdire tel ou tel déplacement. Et alors, sur le timing, évidemment, c'était complètement incohérent, surtout le soir où tu vas fêter ton 10e titre. Mais il faut rappeler aussi que de la part des autorités, de la Ligue, etc., c'est quand même incroyable qu'en France, en 2022, tu ne peux pas organiser un déplacement de supporters. Okay. Ça, mais quand il y a eu, tu peux choisir plein de clubs. Tu peux choisir plein de clubs. Tu choisis Lens, vraiment. Déjà, tu choisis Lens, mais surtout, je vais aller plus loin. Quand on connaît la symbolique des bâches et des banderoles dans les virages. Mettre la banderole de Lens dans ton virage, déjà, la symbolique, excuse-moi, on peut faire ce qu'on veut avec l'histoire des déplacements. Pour moi, c'est de la merde. Mais je vais aller plus loin, Mousse. Ils étaient où tous les supporters quand il y a eu le plan Le Prou? Ils étaient là pour soutenir les supporters parisiens qui étaient interdits de stade. Ils étaient là pour soutenir les supporters parisiens qui ne pouvaient pas faire un COP, parce que je vous rappelle que pendant 4 ans, vous n'aviez pas le droit de prendre plus de 3 places côte à côte. Ils étaient là, les supporters adverses. Et aujourd'hui, vous faites les bons samaritains. Mais vous êtes sérieux, sans déconner? Vous êtes sérieux? Vous allez vous foutre de notre gueule encore longtemps? Et vous parlez d'histoire de club, d'histoire de supporters. Vous savez comment les supporters du PSG étaient traités partout où ils allaient? Non, mais alors maintenant, vous arrêtez vos conneries. Donc déjà, vous avez perdu là-dessus. La deuxième chose, l'histoire de fêter le titre. Alors là, c'est le pompon. Vous avez été ridicules, les mecs. Non, mais ridicules. Je vais juste donner un exemple et après, je reviens sur l'histoire de fêter le titre. Je suis énervé après mon fils. D'accord? Je lui explique qu'il ne faut rien, qu'il se fout de ma gueule. Et puis, il me ramène son bac. Et je vais fêter son bac. D'accord? Pas avec lui, mais je vais fêter son bac. Dans la même maison, à côté, je suis dans le salon, lui, il est dans sa chambre. Et moi, je vais fêter son bac. Et lui, il va me voir en train de dire, ah, mais finalement, il est content quand même de moi, mon père. Il fête mon bac. Et pendant 2 ans, je lui ai dit que je n'étais pas content de son travail. Et je ne suis pas ridicule. Mais vous êtes ridicule. Fallait, rentre. Tu sais quoi, moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait, moi. Calme-toi, Yacine. Calme-toi. Tu vas faire un arrêt, Yacine. Calme-toi. Je serais rentré dans le stade au début du match pour montrer qu'on était là. Je serais sorti au bout d'un quart d'heure et j'aurais pas fêté le titre. Tribune vide à partir d'un quart d'heure, juste pour montrer. On est venu, on est là. C'est pas, il n'y a pas de truc. Voilà, vous voyez qu'on est là. Maintenant, on s'en va. On rentre chez nous. Et ouais. Juste une petite précision sur cette fameuse idée de tribune vide. Quand le Cup part à la 75e, tu te rends compte qu'en fait, ils ne sont pas si nombreux que ça dans le virage. Exactement. Ça, c'est important aussi quand même. Ils partent et franchement, tu as quoi? Tu as 10% de la tribune qui s'est vidée, à tout casser, 10% allez. Ils ne sont pas si nombreux que ça dans le virage, tu vois. C'est pour ça que je te disais qu'ils se sont de plus en plus isolés, même par rapport à leur propre virage. Et le problème, tu vois, c'est que là, tu as une partie qui sort, une partie qui ne chante pas. Et je vais même aller plus loin. Il y a eu un moment donné où, parce que c'était horrible, les kids, la tribune enfant, c'est elle qui chantait. Et à un moment donné, il y a un pari qui est un peu monté un peu de partout. Et en fait, à ce moment-là, moi, je regardais la tribune Auteuil.
Et il y a une partie de la tribune Auteuil, certains supporters qui, quand même, assis, tapaient dans les mains et faisaient Paris. Et nous, on l'a vu à la télé, ça, Yacine. C'est vrai qu'il y a une partie sur le but de Messi. On a vu, il y a eu un plan sur le virage Auteuil. On a vu des applaudissements. Et aussi, parce que comme il n'y a pas que le virage Auteuil, faut pas déconner, le parc c'est grand. Tout le reste des tribunes, ils ont accompagné l'équipe tout le match. Enfin, il y a eu quelques chants, il y a eu des paris, il y a eu des applaudissements, etc. Donc effectivement, c'était pas non plus une ambiance totalement morte. Il y a eu les tribunes latérales et sans doute ceux qui étaient peut-être à Boulogne, même s'il n'y a plus de groupe d'association, ça a chanté un petit peu quand même. Voilà. Et en fait, donc tu sentais qu'il y avait certains qui osaient pas, mais qui voulaient. Tu vois, c'était la tension qu'il y avait. Et je terminerai sur un truc. C'est marrant cette histoire de titre parce que, notamment dans le Space, mais puisqu'il nous explique ça depuis plusieurs communiqués, que c'est pas le résultat de Madrid qui engendre ça. Que à un moment donné, on n'osait pas le faire jusqu'à décembre parce que Paris était premier, parce que Paris était qualifié en Ligue des Champions. Mais nous, c'est pas que les résultats, c'est l'attitude des joueurs, c'est la politique sportive. En fait, vous venez de prouver que c'est les résultats puisque vous êtes parti fêter un titre. Si c'était pas que les résultats, fallait pas fêter ce titre en disant ce titre pour nous il ne représente rien, il est juste normal, acquis dans un championnat dégueulasse. Parce que ce championnat, il est dégueulasse. Je suis désolé, Paris a 15 points d'avance dans le championnat où il a joué en marchant. Et donc, vous êtes en train de dire que ce ne sont pas les résultats qui dictent votre comportement, mais vous êtes sorti fêter un titre. Si vous vouliez marquer le coup jusqu'au bout et être crédible, il ne fallait pas fêter ce titre. Il fallait rentrer chez vous en disant, nous, ça ne change rien à nos revendications. Bravo, félicitations, mais ça ne change rien. Est-ce que tu ne penses pas, Yacine, c'est la symbolique du 10e titre ils se sont sentis obligés de le fêter. Peut-être que c'était le 9e, le 8e, le 11e. Peut-être que ça va pas la même valeur. Moi, je pense, tu sais pourquoi ils l'ont fêté? Parce que depuis, notamment dans le Space, on voyait que c'est quelque chose qui revenait. Parce que je pense que de se faire traiter d'enfant gâté, ça commence à les saouler. Oui, oui. Et en fait, ils sont partis le fêter parce qu'ils se sont fait piéger. C'est parce que tu te fais engrainer par l'atmosphère ambiante en disant. Tu sais, c'est ce que je te disais juste avant de la parole. C'est-à-dire que la semaine qui a précédé, que ce soit sur les réseaux, sur les débats à la télé, etc., on sentait qu'il y avait une vraie scission entre le collectif Ultra Paris et tous les autres supporters. Quand je dis les autres, je parle évidemment des tribunes latérales, des autres tribunes, mais aussi des réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. C'est un lieu de débat et c'est un lieu où, évidemment, en tout cas sur Twitter, ça a énormément déchaîné les passions, cette histoire avec le collectif. Et encore une fois, moi, je pense que cette décision, elle a été prise hâtivement parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Exactement. Ils disaient, si on ne le fait pas, on va nous traiter d'enfants gâtés, on va le fêter, mais eux, ils se sont dit, la bonne idée, c'est de le fêter à l'extérieur, comme ça, on pourra rien lui dire. Mais finalement, il y a une sorte d'incohérence. Et je pense que les mecs sont tous, Cédric l'a dit tout à l'heure, les mecs sont un peu perdus, en fait. Ouais. Tu vois et je vais te dire, et je termine là-dessus, Mousse. Et tu vois, là, c'est là aussi où tu vois que, alors, pour ceux qui le découvrent, je vous rappelle quand même, et c'est pas nouveau, que les tribunes sont extrêmement politisées. Quand je dis politisé, c'est pas. Alors, il y a le politique, droite, gauche et tout. Mais quand je dis politisé, c'est les rivalités qui existent dans tous les clubs entre les groupes de supporters. Et donc, avec la médiatisation, hier, Daniel Riolo, il a tweeté « Les vrais supporters du PSG sont dehors. Bravo ». Alors, non seulement, c'est qui les vrais supporters du PSG? Ceux qui étaient dehors ou ceux qui étaient dedans? C'est qui les vrais supporters du PSG? C'est ceux qui sont supporters depuis 82 ou depuis 90 ou depuis 2010? C'est qui les vrais supporters du PSG? Ceux qui sont tristes après une défaite, ceux qui arrivent à passer à autre chose mais qui sont touchés, ou ceux qui, par exemple, comme moi, par exemple, je dors pas de la nuit après une défaite. Mais est-ce que moi, ça fait de moi plus un vrai supporter que Nico, par exemple? Mais ça n'a aucun rapport. Ça veut dire quoi, les vrais supporters sont dehors? Et bien en fait, le problème, c'est que tout ça, avec cette médiatisation, plus les réseaux sociaux, en fait, tout le monde est en train de perdre le fil parce que les journalistes, ils sont en train de jouer avec eux pour pouvoir allumer le club d'un côté et pour pouvoir faire un peu de buzz de l'autre côté. Là, vous leur avez donné à manger pour les 4 prochaines semaines avec cette histoire. Mais en vérité, il n'y a pas d'histoire de vrais supporters étaient dehors ou pas dehors. Il n'y a pas d'histoire de vrais supporters. Les vrais supporters sont allés fêter. C'est pas vrai. Les vrais supporters, il y en avait dedans, il y en avait dehors. Il y en a qui ont fêté, il y en a qui n'ont pas fêté, il y en a qui sont dégoûtés de ce 10e titre, il y en a qui sont heureux. Voilà, il n'y a pas de définition du vrai supporter. C'est des conneries, ça. Donc, tu vois, le problème, c'est de la médiatisation. Et c'est pour ça que je rejoins, pour terminer ce que tu disais, c'est qu'en fait, c'est cette médiatisation et ce combat qui a engendré en fait des réactions qui ne sont plus les bonnes.
Parce qu'ils ne savent plus justement s'ils doivent fêter, pas fêter, Ouais. le 10e, la symbolique, le président. Est-ce qu'on s'en prend à Nasser? Est-ce qu'on s'en prend à Leonardo? Est-ce qu'on s'en prend… Voilà. En fait, tout ça, ça les a perdus. Il fallait se donner une ligne directrice et s'y tenir. Cédric, tu voulais intervenir. Le problème de la ligne directrice, je reviens encore à ce qu'on disait, il est aussi à l'intérieur du CUP. C'est-à-dire que même à l'intérieur du CUP, il y a des problématiques. Regarde, ils ont changé encore de président, ils ont repris Romain. Enfin, il y a plein de problématiques. Et je pense que ça vient aussi de là. C'est que si tu as un capitaine qui te dit, voilà, on fait ça, on fonce, on va droit là-dedans, tu vas au bout. Sauf que là, c'est des balbutiements. Non, mais alors c'était Nico, non, mais là c'est Romain, il revient, et qu'est-ce qu'on a fait comme choix, et où on va, est-ce qu'on prend la même ligne, est-ce que… Et ça peut pas avancer, tu vois. Alors que les revendications du départ, quand ils te disent, voilà, les joueurs se foutent de notre gueule, et le club aussi, il faut arrêter d'avoir un club qui est trop market, et qui pense pas, on en a déjà parlé, Yacine, t'es d'accord là-dessus, trop marketing et pas assez sportif. Bien, moi, je suis d'accord avec eux, mais à 200%. Mais la problématique, c'est que entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a une espèce de dichotomie entre les deux et il y a aucune corrélation. Et ça, c'est du fait de ne pas avoir un capitaine qui est là et qui te dise, voilà les gars, on va là-dedans, on y va dans cette direction et on s'y tient. Et la problématique, c'est qu'avec tous les changements qu'il y a eu, bah, ils sont perdus. Et comme tu dis, avec les médias, bah, eux, ils se sont engouffrés là-dedans. Et bah, ils ont fait exploser le truc. Et les mecs, ils sont partis en pipette et ils ont fait n'importe quoi. Et du coup, maintenant, bah, ils sont plus du tout crédibles. Et c'est pour ça aussi que tu vois que dans la tribune, quand ils partent, bah, tout le monde ne part pas. Et tu as même une scission dans le club. Et c'est dommage, parce que moi, je fais tous les déplacements, à la Ligue des Champions et tout, on est tous ensemble. Et effectivement, on est toujours là. C'est normal qu'on en ait plein le cul, parce qu'on est là, on pousse, on chante, on mange des défaites à travers la gueule. Et moi, j'en ai des… Voilà, j'en peux plus. Moi aussi, j'en peux plus. Et les gars, ça fait 38 ans. 38 ans que je supporte le club. Et moi, c'est pas le Qatar, c'est pas machin, c'est pas truc. On en a vu des périodes dégueulasses. Hein. On en a vu des matchs encore pires que ça. Et on a toujours été là, quoi qu'il se passe. Mais à un moment donné, sois cohérent dans ta démarche et essaie de ne pas te faire embrouiller, justement, comme tu dis, par les médias et par tout ça. Et là, ils se sont complètement perdus parce qu'il n'y a pas de capitaine sur le bateau et que c'est en perdition. Nicolas, tu voulais réagir? Ouais, au-delà du capitaine, Cédric, je pense que surtout ce qui leur porte préjudice maintenant, c'est qu'ils ont voulu faire trop de choses. Exactement. Et ça, moi, c'est ce que j'ai un petit peu, ce qu'on a d'ailleurs ressenti quand on a discuté avec eux jeudi soir. Ouais. Leur communiquer avec tous les griefs, c'est très bien, parce que tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais toi, ils se compliquent la vie parce que, comme tu le dis, ils n'ont pas une organisation aujourd'hui suffisante pour tout gérer en même temps. C'est ça. Quand par exemple, quand tu décides de soutenir les féminines, moi, je trouve que c'est cohérent parce que les féminines n'ont pas à payer l'abandon de la direction. Mais du coup, ils doivent se justifier par rapport à ça. Et déjà, ils ont du mal à l'expliquer. Après, quand ils disent le tout marketing… Parce qu'il y a le dossier Amraoui. Exactement. Bien sûr. Quand ils disent le maillot, quand ils disent le maillot, c'est très bien, tu vois, mais il faut défendre le maillot, l'identité, l'histoire. Il y a trop de trucs à expliquer. Il suffisait de dire, voilà, nous, on veut que notre club soit représenté, qu'on n'oublie pas nos couleurs historiques. Tu vois, tu t'arrêtes à ça. Sauf qu'ils sont partis encore dans des explications compliquées. Et tous les dossiers qu'ils mettent en avant aujourd'hui, ils doivent se justifier sur tout. Et c'est trop quand tu as une organisation aujourd'hui qui est défaillante, parce que je suis premier à reconnaître, ils sont très désorganisés. Et d'ailleurs, on l'a bien entendu quand on a discuté avec eux. Ils s'embrouillent. Il y a trop de choses à gérer, il y a trop de choses à justifier. Voilà. S'ils avaient juste dit, nous, on en a marre d'avoir un tout marketing et on veut un domaine sportif plus fort. On veut une identité de club plus importante avec des couleurs historiques qu'on arrête de les bafouer. Et on veut des joueurs qui nous respectent et qui mouillent le maillot. Toi, tu t'arrêtais à 3 points qui globalement résument bien, je pense, les mots du PSG. Ça aurait été suffisant. Mais ils se sont rajoutés des dossiers en plus. Et puis là, vas-y qu'on invite les Lensois. Et puis, est-ce qu'il faut célébrer ou pas? Est-ce qu'il faut sortir du stade? Tu vois, tout ça, maintenant, ils vont se justifier sur plein de dossiers. Quand ils vont recevoir les féminines, quand il va y avoir le match au parc contre Lyon, ils vont aller chanter. Et donc, ils vont, quelque part, aux yeux de plein de gens, ils vont passer pour des cons, des girouettes. Alors que dans le fond, ce qu'ils font, c'est cohérent, je trouve. Mais il y a trop de trucs. Tu peux pas tout gérer. Il y a trop de combats à mener d'un coup. Et donc, du coup, c'est comme tu le dis, ce qu'ils ont fait là avec cette célébration du titre, on a bien compris qu'ils voulaient pas passer pour les enfants gâtés, pour les blasés surtout, pour les mecs qui n'aiment pas le PSG et qui accueillent un titre comme si ça n'existait pas. Ils ont voulu montrer que voilà, ils étaient contents pour le PSG, mais le problème c'est que ce titre-là, c'est pas le titre du PSG, c'est le titre du PSG de 2022.
C'est le titre de Neymar, c'est le titre de Messi, c'est le titre de Pochettino, c'est le titre de tous ces mecs-là auxquels ils t'énervent, tous les mecs qui t'énervent parce que tu trouves qu'ils respectent pas le club. Et comme le dit bien Yacine, voilà, tu as été célébré ça avec des mecs que tu peux pas saquer en ce moment. Donc le message, il a été brouillé. Et encore une fois, je te dis, je le ressens vraiment très très fort aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, la situation va être compliquée pour eux parce qu'il y a un isolement, il y a une incompréhension. Et il y a une dernière chose que je veux dire, parce que je suis un peu long, excusez-moi, c'est que je pense qu'ils réagissent également comme si on était dans les années 90. Ce mouvement-là, dans les années 90, je pense qu'il aurait été mais complètement compris par le parc. Sauf qu'aujourd'hui, le parc, c'est plus les mêmes supporters, c'est plus les mêmes gens. Les gens qui viennent au parc, c'est des gens qui ne sont pas, il y en a beaucoup qui connaissent pas l'histoire du PSG, il y en a beaucoup qui connaissent pas du tout l'histoire des supporters. Tu leur demandes ce que c'est qu'un ultra, ils vont te demander si c'est une boisson énergétique ou une glace, je sais pas quoi, ils connaissent pas. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des méthodes qui ne peuvent pas être comprises par des gens qui ne sont pas habitués à ça. Et donc, ça va aussi, à mon avis, participer à un certain isolement. Et même moi, aujourd'hui, quand on me parle un peu de ça, à tort, on m'a assimilé comme un avocat du CUP. Ah. Et voilà, je ne suis pas du tout un de leurs avocats, mais je comprends leur démarche. Mais aujourd'hui, c'est difficile de justifier ce qu'ils ont fait hier soir parce que pour moi, là, pour le coup, je les ai perdus au niveau cohérence. Là, pour moi, c'est même pas incohérent, en fait. C'est une erreur. C'est une erreur stratégique dans leur combat. Aujourd'hui, ils ont perdu du poids, de la crédibilité aux yeux de tous. Ouais. Juste pour apporter une précision sur le fait qu'ils supportent les féminines, ça ne date pas d'hier. La conception du collectif Ultra Paris, le PSG est un club multisport. Dans leur esprit, parce qu'ils vont aussi à Coubertin pour les matchs de handball, par exemple. Ils mettent une ambiance. Handball. Honnêtement, sur un stade de hand, tu verras pas une ambiance. Handball. Oui, on te couple. J'ai dit quoi? Le cube et le handball. J'ai dit quoi? Handball? Ouais. Ah, pardon, oui, handball, pardon. J'essayais d'apporter l'accent anglais, tu vois, handball, handball. C'est pour ça. Non, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est pas parce qu'ils sont déçus par l'équipe première qu'ils se sont dit, comme on est déçus, on va aller supporter les féminines. Non, ils les supportent depuis longtemps, donc voilà, c'est juste pour préciser, comme ils supportent l'équipe de handball depuis longtemps. Et encore une fois, ils mettent des ambiances à Coubertin, c'est juste incroyable pour un match de handball. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, c'était juste pour apporter une précision. Et la deuxième chose que je voulais préciser, c'est que le collectif Ultra Paris, c'est une association qui réunit toutes les autres associations de supporters. Et toutes ne sont pas d'accord entre elles. Quand tu disais que, par exemple, Romain a quitté il y a un an la présidence du collectif Ultra Paris, c'est que déjà à l'époque, il y avait eu quelques soucis. Ben oui. Et que certains parfois voulaient mener des actions plus ou moins violentes, d'autres étaient contre la violence, et Romain fait partie de cela, je tiens à le préciser. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils l'ont rappelé, parce que Romain, c'est quelqu'un qui arrive quand même à faire un peu le consensus. Et moi, il me l'a déjà dit, il me l'a dit quand je l'avais interviewé il y a 3 ans, que c'est pas parce qu'il est président du collectif Ultra Paris que tous sont unanimes, tous l'écoutent. Et non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que lui, il essaye de réunir toutes ces associations, mais c'est compliqué parce que certaines sont plus anciennes, d'autres sont plus récentes. Il y a aussi une question de génération, où il y a quelques anciens aussi, des gens à l'époque qui avaient quitté Boulogne pour aller à Auteuil, etc. Donc il y a aussi une question de génération. C'est pas facile pour Romain Haby de gérer tout ça. Honnêtement, moi, j'aimerais pas être à sa place. Et donc voilà, c'était juste pour apporter ces précisions. Et il vient juste de revenir. Donc c'est pas. Oui, il est revenu il y a. Faut le dire aussi. Hein. Voilà, il vient juste de revenir. Donc. Oui, il est revenu il y a 2 semaines, je crois. Il avait donné une interview à France Bleu Paris. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les supporters, ou on passe à la dernière partie et les déclarations justement des joueurs sur le comportement du virage Auteuil qui a quitté la tribune à la 75e minute. Alors, je vais commencer par celle d'Mbappé. Alors, je n'ai pas de mémoire, mais globalement, je vais vous dire ce qu'il a dit. En gros, il dit que quand on lui pose la question s'il est déçu du comportement des ultras, et lui en tout cas, il dit personne va me gâcher mon titre. Il dit aussi que c'est une minorité, c'est une infime partie des supporters, et que tous les autres les ont soutenus, et que lui, ça l'empêchera pas de fêter le titre. D'ailleurs, ils l'ont fêté, on a vu leurs stories sur Insta, avec du champagne dans les vestiaires, etc.
Et donc, on a l'impression que il y a aussi une cassure entre Mbappé et les Ultras, alors que les Ultras, malgré tout, malgré la saison morose, etc., ils ont quand même toujours soutenu Kylian Mbappé. Lui est passé entre les gouttes, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration d'Mbappé? Et je vois que Cédric, tu fais la moue, donc je te donne la parole. Non, moi, celle d'Mbappé, elle me dérange pas plus que ça. Il est pondéré parce qu'il. J'ai pas dit que ça me dérangeait. Moi. Non. Ouais. Il dit aussi qu'il comprend. Il dit qu'il comprend aussi quand même les supporters, que par rapport à la saison qui a pas été top, il peut comprendre qu'on soit pas content, etc. Donc, finalement, de son côté, moi, sa déclaration, bon, elle me dérange pas plus que ça et je peux comprendre. Il dit que lui, le titre, il est très content de l'avoir, que c'est une petite partie des supporters qui est partie, etc. Bon. En fait, il fait un résumé, en gros, si tu veux. Il se mouille pas trop. Et c'est vrai qu'il Sauf que, je te coupe, Cédric, sauf qu'on a l'impression dans ses déclarations que lui pense que c'est uniquement lié à la Ligue des Champions. Parce qu'à un moment, il dit, oui, c'est vrai, avec la Ligue des Champions, ça aurait été mieux, etc. Or, c'est pas du tout le cas, encore une fois. Je suis pas sûr qu'il pointe du doigt ça. Je pense qu'il. Il le dit. Oui, mais il met juste en exergue le fait que, de son côté et de notre côté, c'est vrai que la Ligue des Champions, on l'attendait, que cette année, on avait quand même un potentiel qui était intéressant, si on avait eu un entraîneur un peu plus intéressant peut-être aussi. Donc voilà, c'est plus, à mon avis, dans ce sens-là. Là, on est plus dans l'interprétation de ce que lui a voulu dire peut-être. Donc voilà, moi, je suppute pas. Mais en tout cas, dans ce qu'il dit, il n'est pas véhément avec les supporters. Il dit que lui, de son côté, il s'en fout, entre guillemets, il veut fêter le titre. Donc sa déclaration, en tout cas, c'est pas celle qui me dérange le plus. Ça va. Ok, on verra sur celle de Neymar qui peut-être va vous faire un peu plus réagir. Nico, sur la déclaration d'Mbappé après le match. Ouais, je l'ai pas ressenti comme Cédric, moi pour le coup, j'ai trouvé que en gros c'était vous n'êtes pas content, vous allez faire la fête dehors, c'est votre problème, et nous on est dedans avec les autres et vous représentez qu'une minorité. Il a le droit de le penser, Mbappé, franchement, il n'y a pas de souci. Mais alors, s'il y a qu'une minorité dehors, tu m'expliques pourquoi ils ne fêtent pas avec les supporters qui sont restés au parc. Moi, je veux juste qu'on m'explique ça. Parce qu'en gros, 45 secondes dans le rond central, on se tape 3 bises, on échange 2 maillots avec les Lensois et on se casse tous au vestiaire comme des voleurs. Di Maria, avant le coup de sifflet final, c'était même pas sifflé, qu'il était déjà sous la douche. Messi, première entrée. Il y avait 40 000 personnes au parc à l'intérieur, une fois que le CUP a quitté le stade. Donc, si les vrais supporters, ils sont à l'intérieur et que tu t'en fous des autres, tu as le droit de venir aussi remercier les gamins qui ont chanté. Tu as le droit de venir devant Boulogne qui a chanté, ou du moins qui a été au moins présent. Et puis tous les mecs dans les latérales, et je pense qu'elles avaient aussi le droit d'avoir de la visite des joueurs. Donc, après, Nico, de gueule, monsieur Mbappé. Il était prévu qu'il n'y ait pas de célébration. Alors, est-ce qu'après, il attend le dernier match? Non, mais c'est pas une célébration. C'est pas une célébration, c'est d'aller saluer les supporters. Ouais. Je pense que, en plus, tu sors d'un gros match, tu es fatigué, ok, pas de souci. Là, ça va. Ils étaient frais, les mecs. Je peux te dire qu'ils pouvaient les faire, les 80 mètres pour aller saluer les supporters. Ça leur aurait doublé leur statistique de course en plus dans le match, tu vois, le GPS, il aurait été content. Donc, faut pas nous prendre pour des cons non plus, tu vois. Moi, je viens avec mon gamin, je paye 200 balles une place pour voir ce match de merde. Et qu'en plus, à la fin, je reste comme un couillon. Je vais me coltiner les bouchons parce que j'attends qu'un mec vienne me saluer, qu'il vienne même pas. Et monsieur nous explique que c'était. Tu t'es fait arnaquer 200 balles. Tu t'es fait arnaquer 200 balles pour ce match. Les deux. Non, mais moi, j'ai pas payé. J'ai des plans. Moi, je suis comme Yacine, je suis pistonné. Donc, il n'y a pas de problème. Non, mais tu vois, qu'ils nous prennent pas pour des cons. Viens saluer les supporters dans ce cas-là, s'il y a qu'une minorité qui s'est barrée. Ils l'ont pas fait. Donc, bon, ça va. Lui, dans sa déclaration, dit qu'il a salué les supporters, etc. Bon, après, je pense qu'il n'est pas resté assez longtemps, ça c'est vrai. Oui, il a salué du rond central, il a levé la main. Et moi, je peux saluer tout Paris, comme ça. Il n'y a pas de problème. Je prends ma bagnole, je fais le tour du périph' et je salue Paris. Tu peux. Non, mais tu vois, il faut pas se mettre de la gueule du monde. Et c'est le côté, on s'en fout qu'il soit sorti. On s'en fout, c'est une minorité. Bah, alors, si tu t'en fous, viens célébrer avec les supporters. Donc, non, foutage de gueule. Vraiment gros foutage de gueule pour le coup. Et c'est pas le pire. C'est pas le pire. Et je suis même pas énervé sur Mbappé. Attendez la suite. C'est pas le pire. Je pense que tu attends le passage de Neymar. On y arrive. Ouais, et c'est aussi la problématique, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Nico, c'est aussi la problématique Qatar qui maintenant, on a la fête à la fin avec les chichi-pompons, machin. C'est ce côté aussi, dont on parlait tout à l'heure, marketing, où on perd un peu ce qu'on avait d'effervescence et de grinta, voilà. C'est ce petit côté sportif qui est quand même un peu plus important que la vente de maillots à New York. Mais bon, après. Yacine, sur Mbappé? Alors en fait, moi j'ai ressenti la même chose que Nico. C'est-à-dire que j'allais dire exactement la même chose. Pourquoi t'as pas fité avec les 42 000 qui restaient, puisqu'il paraît que c'est une minorité? Moi, je pense surtout que
dans sa déclaration, il est un peu plus malin que les autres. Il est moins frontal. Mais en vérité, il veut tout dire. Et je pense qu'il y a un vrai sujet dans le vestiaire. Parce que ça fait quand même 2 semaines que chaque joueur fait une déclaration sur les supporters. On a eu Donnarumma, on a eu Verratti, on a eu Marquinhos, on a eu Mbappé. Tous ont à peu près le même ton. Voilà, qui sont un peu. Alors déjà, il y en a, c'est leur langue maternelle, d'autres non. Et en plus, il y en a qui sont un peu plus malins. Mais la trame est la même. Et ils en arrivent toujours au point de Madrid. Quoi qu'il arrive, dans chaque moment, ils te parlent de Madrid. Parce qu'ils ont l'impression que c'est Madrid. Et on en avait parlé dans le Space. Et j'avais dit, c'était un peu la discussion, est-ce que tu peux faire une grève ou montrer un mécontentement quand tu es qualifié, quand tu sors de poule en Ligue des Champions et que tu es premier à la trêve? Et moi, j'avais dit oui. C'est le meilleur moment. Parce qu'en fait, c'est là que tu dois alerter et dire aux dirigeants, OK, on est premier, on est qualifié en Ligue des Champions, mais on n'est pas content de ce qui se passe. Une fois que tu le fais pas, bah oui, eux, ils le prennent pour Madrid parce que tu fais ta grève après Madrid. Donc, factuellement... Ça a commencé un peu avant, Yacine. Il y a eu la banderole sur le parking de Lille, il y a eu la défaite contre Nice. Il y a eu 1 ou 2 trucs, effectivement. Mais le fait qu'il y ait la Ligue des Champions, d'ailleurs, ça a été très bien expliqué dans le PC. Moi, j'étais d'accord avec eux. Le fait de dire, mais il y a la Ligue des Champions, est-ce qu'on peut faire grève contre Madrid? On ne peut pas faire grève contre Madrid. Donc, on était obligé d'envoyer un signal, mais de ne pas aller jusqu'au bout. Factuellement, la grève, elle démarre donc après Madrid. Et le problème, c'est que les joueurs, eux, ils le prennent comme ça. Ah, ok, donc on est éliminé contre Madrid pour 15 minutes, vous faites grève. Sauf qu'ils ne veulent pas comprendre l'histoire. Et on voit bien qu'il y a une cassure entre le vestiaire et les supporters. Donc, ce qu'a dit Mbappé. Parce que moi, je suis désolé, c'est aussi du mépris. Tu as le droit, à un moment donné, de te dire... bah oui, ils viennent à tous les déplacements, ils sont là partout. On est bien content qu'il y ait de l'ambiance à Dortmund, à Madrid, à Chelsea. Donc déjà, tu dois pas leur manquer de respect comme ça quand même. Et ensuite, de dire, parce que quand il dit, en gros, moi, personne m'enlèvera mes titres, je fais mes titres. En gros, je vous emmerde, quoi. Voilà. Et franchement, c'est vraiment limite. Hein. Heureusement qu'il s'exprime bien parce qu'il arrive justement à faire croire que c'est pas ce qu'il a voulu dire. Tu vois, il s'en sortira toujours. Non, mais je pense aussi, Yacine, qu'il est malin et je pense qu'il a vu aussi que la semaine qui précédait le match, lui aussi a dû voir qu'il y avait une scission entre la plupart des supporters et les collectifs ultramarins. Et lui, peut-être qu'il s'est dit, je vais peut-être me mettre du côté de la majorité pour bien me faire voir plutôt que d'aller vers le collectif ultramarien. Donc, je pense qu'il y a une position du vestiaire aujourd'hui. Il y a une position des supporters et il y a une cassure entre les deux. Et moi, quand j'ai entendu Leonardo hier, il y a une cassure entière entre Leonardo et le vestiaire. Si vous écoutez bien, et Leonardo et les supporters, je ne sais pas si on en parle maintenant ou on passe à Neymar et on parle de Leonardo après. Vas-y. Parce qu'il faudra en parler après, parce qu'en fait, il y a une cassure finalement aujourd'hui entre toutes les parties. Là, on va passer à Neymar et puis après, on parlera de la déclaration de Leonardo qui était quand même intéressante parce que lui, il reconnaît des erreurs, dit aussi qu'il faut que les supporters sont une partie intégrante du club, qu'il faut pas se couper d'eux. Alors en même temps, c'est rigolo parce qu'il a jamais voulu les recevoir et aujourd'hui, il a l'autre discours. Tant mieux parce qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc évidemment, moi, je ne peux que l'encourager si effectivement il va absolument essayer de rafistoler les choses avec les supporters. Tant mieux. J'espère qu'il les recevra et qu'il y aura une relation un peu plus apaisée pour la prochaine saison. Sur Mbappé, on a fait le tour. Et Nico, je viens vers toi parce que là, c'est la déclaration de la soirée, celle de notre ami Neymar, de ton meilleur ami, de ton joueur préféré. Alors Neymar, la déclaration, c'est il dit c'est surréaliste que les supporters aient quitté la tribune à la 75e minute. En gros, il dit moi j'ai un contrat de 3 ans, je vais rester au PSG, donc arrêtez malgré vos huées, je vais rester au PSG parce que j'ai 3 ans de contrat, donc arrêtez de siffler. Détendez-vous, enfin il met une formule comme ça. Excuse-moi, il dit pire, ils se lasseront avant moi, il me reste 3 ans de contrat. Ils se lasseront avant moi. Ils se lasseront avant moi. Nico, on t'écoute. Attends, je recule. Okay. Reculer un peu. Non, alors il est marrant quand même, lui. Hein. Lui, je te jure, au début, quand j'ai lu ça, je dis c'est bon, je suis sur le Gorafi, je me suis gouré, c'est pas possible. Je croyais que c'était un troll, mais moi aussi. Ouais. Je vais vous dire, moi, ce qui est surréaliste.
Déjà, ce qui est surréaliste, c'est d'avoir donné 222 millions à un club pour acheter cette espèce d'imposture. Déjà, ça, c'est surréaliste. Aujourd'hui, on comprend. Ce qui est surréaliste, c'est de payer cette espèce d'escroc du football, parce que depuis 5 ans, c'est un escroc du football, 35 millions par an. Ça, c'est surréaliste. Le mec, il se sent poussé, excusez-moi pour l'expression, les enfants, bouchez vos oreilles, il se sent poussé des couilles parce qu'il a marqué 2 buts contre Clermont-Ferrand, c'est ça? On est bien d'accord? Donc, vous avez de la chance, j'ai un client qui arrive, mais je reviens. Je reviens tout de suite. Ça marche. Cédric, tu veux prendre le relais sur la déclaration de Neymar. Ouais. D'abord, est-ce que ça t'a surpris venant de lui ou finalement c'est du Neymar tout craché? Non, c'est du Neymar. Il a déjà fait. Il y a rien de surprenant. Après, moi, je trouve ça aberrant et surréaliste. Maintenant, je serais moins véhément que Nico sur le joueur qu'il est, parce que c'est quand même un joueur extraordinaire et qui nous a montré que quand il faisait pas la fête et qu'il n'était pas blessé, c'est-à-dire peu de fois, qu'il était bon et qu'il pouvait apporter quelque chose. On est d'accord. Mais au vu de ton passif, de ce que tu as fait, de tes nombreuses blessures, de toutes les histoires qu'il y a eu, il y en a quand même eu un paquet. Mec, modère-toi un minimum. Vraiment, sois pondéré et à la limite, ne dis rien. C'est mieux. Parce qu'en plus, ta saison, si tu veux qu'on en parle, on peut, tu vois. Mais elle est identique à toutes celles qu'on a vues jusque-là. Des blessures, t'es pas là quand il faut, tu reviens, t'es claqué au sol. Et après, t'es bon à la fin sur des matchs de pipe qui servent à rien. Ah non, mais effectivement que tu rigoles. Moi, franchement, j'ai rigolé. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais on est au-delà du réel. Et ça ponctue bien cette saison. Moi, je trouve que vraiment, la déclaration de Neymar, c'est parfait. Pour finir, c'est parfait. Mais c'est surréaliste. Vraiment. Tu te dis, mais vraiment, le mec, à un moment donné, il réfléchit pas, quoi. Vraiment, il réfléchit pas. Et il est content. Il est content de lui. Yacine, sur Neymar, est-ce que tu penses pas aussi que c'est un résumé de la relation entre Neymar et les ultras du PSG? On remonte à 2019 lorsqu'il a voulu retourner à Barcelone. C'est vrai que bon, ça reste un être humain, Neymar. Hein. Je pense qu'il a aussi beaucoup été vexé par les insultes, les banderoles en 2019 qui étaient très violentes. Les sifflets récemment où lui, il avait déjà dit qu'il comprenait pas pourquoi lui était sifflé en particulier. Donc, tu as l'impression qu'en fait, il répond au collectif Ultra Paris par une provocation parce qu'il y a eu toutes ces histoires entre les supporters du PSG, en tout cas les ultras et lui, les insultes, les sifflets, les faux départs en 2019. Et juste pour finir, tout à l'heure, Nico disait que c'était une escroquerie, qu'on n'aurait pas dû l'acheter. Moi, je suis pas trop d'accord parce que en 2017, il est énorme avec Barcelone. Il fait un match extraordinaire contre Paris. C'est le meilleur joueur lors de la victoire de Barcelone 6-1 en Ligue des Champions. Sergei Sema qui nous avait fait pareil. Hein. Oui, non, mais là, on ne peut pas comparer Sergei Semak et Neymar. Non, mais c'était juste pour dire que pour moi, Neymar, les 2 premières saisons, malgré les 2 blessures, physiquement, il est bon. Il a encore ce joueur magique, tu sais, qui peut faire la différence, voilà, un dribbleur extraordinaire, etc. Ça, c'était une parenthèse. Mais sur la déclaration, Yacine, de Neymar, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais moi, je pense que 2 choses. La première, c'est que de toute façon, Neymar, il est dans son monde. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu revois, alors j'ai pas tout vu parce que ça m'a saoulé, mais une partie du reportage sur Netflix, t'as compris. Voilà, Neymar, c'est pas un être humain, c'est pas un joueur de foot, c'est une société, c'est un business, c'est quelqu'un qui est au-dessus de plein de choses, mais en fait, voilà, je pense que moi j'avoue, hein, j'ai parfois, alors pas pour tous parce qu'il y en a qui le méritent même pas, mais j'ai parfois de la peine pour ces gens parce que ils ont de l'oseille, hein, super, hein, c'est génial, hein, l'oseille et tout. Mais franchement, j'envie pas du tout leur vie, quoi. Voilà, j'envie pas leur vie. Je pense qu'il est déconnecté de ça. La deuxième chose, c'est qu'en fait, mais je pense qu'en vérité, et tu as raison de dire que non seulement en 2017, il vaut ce prix-là, mais qu'en plus, si on se rappelle bien, ces 7 premiers mois, ils sont quand même de très très haut niveau. C'est sa blessure contre Marseille qui marque un premier coup d'arrêt. Puis la saison suivante, la blessure contre Strasbourg, parce que malgré tout, là aussi, il était bien revenu. Mais c'est pour ça que je parlais des 2 saisons. Ah ouais. Ces stats des 2 premières saisons, il a une moyenne de 1 but par match, ou en tout cas, pas loin, et il a une passe décisive. Enfin bref, c'est de la folie, quoi.
Moi, je pense qu'en vrai, il y a une histoire qui a déjà mal démarré parce qu'en fait, on oublie une chose. Mais tout Neymar qu'il est, etc., il a été pris en grippe par le parc dès le penalty gate. Ah oui, aussi, ouais, bah oui, c'est vrai qu'on a oublié de En fait, cette histoire, elle a mal démarré. Elle a mal démarré parce que le mec, il est au-dessus de tout. Parce qu'à ce moment-là, il faut le dire la vérité, c'est le meilleur joueur du PSG. Et que pour une histoire de penalty, il y a quand même un public qui l'a sifflé plusieurs matchs. Sous prétexte qu'on n'avait pas laissé tirer Cavani. Enfin, je veux dire, on est quand même des... Alors, c'était le jour où il avait mis un quadruplé. Hein. C'était une victoire assez large. Hein. Dijon 8-0. Ouais. C'est n'importe quoi. Mais quand même, on est quand même un public de schizophrènes, quoi. Je veux dire, il faut à un moment donné mais Yacine, t'oublies de dire qu'à cette époque-là, Cavani était à un but du record pour devenir meilleur buteur. Il y a un contexte aussi. Hein. Après, je comprends tout à fait. Hein. Mais c'est juste pour remettre en contexte. Je comprends qu'il y a un débat, qu'il y a une discussion, que certains te disent, bon, tu vois direct que le mec, bon, humainement, c'est pas terrible. De là à le siffler parce qu'il n'a pas donné un penalty et le 200e but ou se rapprocher de... Bon, il y a quand même un juste milieu, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même ton joueur. Voilà. Moi, je recontextualisais les choses. Oui. C'est ce que je dis. Il y avait un juste milieu. Et donc, je pense que déjà, là, en fait, la relation, elle a déjà mal démarré. Et puis, il y a 2019. Et en fait, 2019, le problème, c'est que il y a un mois et demi de sifflet avant, quand il ne joue pas, de banderoles, d'insultes, de ceci, quand il est en tribune, quand on le voit en tribune, enfin, dans sa loge. Voilà, des insultes et tout. Et le mec revient, il est sifflé, il te met un but de fou contre Strasbourg, il te met un but de fou contre Lyon, et il n'y a plus de sifflet. Et en fait, le mec, il est obligé de se dire quelque part, bah, ce qu'il dit aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est en gros, mais vous allez vous lasser parce que de toute façon, rappelez-vous, après Dijon, vous m'avez sifflé, vous êtes lassé. Après 2019, vous m'avez sifflé, vous êtes lassé. Mais en fait, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Mais c'est horrible, hein. C'est horrible parce que cette déclaration, elle est quand même terrible pour les supporters, elle est terrible même pour lui. C'est-à-dire que même toi, tu te rends même pas compte que tu n'as pas apporté ce que tu devais apporter. Mais est-ce que tu ne penses pas, Yacine, qu'il y a plus, parce que tout à l'heure, tu parlais d'un peu de mépris de la part d'Mbappé. Moi, je trouve que la déclaration de Neymar, elle est un peu plus, ou j'allais dire beaucoup plus, quand même pas, mais plus méprisante que celle de. Oui, mais elle est en rapport avec sa relation avec les supporters, en fait. C'est ça, exactement. Ça veut dire que j'ai gagné le combat. Et celui-là, je vais encore le gagner parce que de toute façon, vous lasserez avant moi. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que sa déclaration, elle est insultante, méprisante. Mais elle est en rapport avec la relation qu'il a créée, ou qui s'est créée plutôt, avec les supporters depuis son arrivée. Et pourtant, tu sais, on se rappelle du match contre Dortmund lors des matchs à huis clos, quand il se qualifie, il y a la communion avec, il fait partie des joueurs, il y a la communion avec avec les supporters à l'extérieur ils sont assis sur le rebord du parc. Ils ont les supporters en face d'eux. On sent qu'il y a une vraie communion. À ce moment-là, on sent que voilà, la relation entre les supporters et Neymar, ça va un peu mieux et rebelote à cause de cette saison. Et on a l'impression qu'en fait, l'histoire d'amour entre les supporters du PSG et Neymar, elle a duré les 2 ans jusqu'à 2019 et qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est irrécupérable et que même s'il va jusqu'au bout de son contrat, il n'y aura jamais, par exemple, la relation qu'a pu avoir même un Ronaldinho qui n'est pas resté longtemps, hein, qui n'a pas marqué l'histoire du club, ou même plus récemment, par exemple, un joueur comme Pastore, qui a lui aussi été beaucoup blessé, mais qui dégageait une humilité, une sorte de respect pour les supporters, chose dont on a l'impression que Neymar se fout complètement. Et il est là, il va faire son contrat parce qu'il gagne beaucoup d'argent, il va aller au bout de son contrat, mais on a l'impression que lui, qu'il s'entende bien ou pas bien avec les supporters, c'est le cadet de ses soucis. Je sais pas si tu voulais dire un mot, Cédric. Non. J'ai rien à dire. Entre Neymar et les supporters, c'est le bordel, comme tu dis depuis le début. Et là, c'est pas prêt de s'arranger. C'est là où tu te dis vraiment, le mec, il est pas malin. Je peux comprendre qu'il soit frustré, je peux comprendre tout ce que tu veux. Mais franchement, t'as comme, mec. Tu crois vraiment que c'est en faisant ça, en faisant des déclarations comme ça, que ça va s'arranger? Enfin, justement, s'il te reste 3 ans, essaie de réfléchir un petit peu et de te dire, bon, je vais m'abstenir. Au pire des cas, si tu veux pas, tu fais pas de déclaration. Mais là, tu mets de l'huile sur le feu, quoi. Donc, mais c'est à l'image de Neymar. Je pense qu'il a jamais encaissé l'été 2019, ce qui s'est passé. Parce que faut se rappeler des banderoles, hein, elles étaient très violentes. D'abord, elles étaient écrites en portugaise. Elles étaient écrites en portugais pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agissait. Quand on lui dit dans la banderole,
Ouais. C'est pour ça que je te dis, je peux comprendre. C'est pour ça que je peux comprendre son énervement, etc. Il y a aucun souci. Mais putain, si tu veux vraiment arrêter ce genre de choses, que tu n'aies pas d'autres problématiques par la suite, ne rentre pas là-dedans. Mais c'est Neymar, regarde, tu le vois sur le terrain. Tu le vois quand il y a un mec qui commence à le chauffer, il répond tout de suite, et puis il vrille. Donc, oh là là, on a Nicolas qui revient. Mais c'est à son image, donc c'est son trait de caractère. Il est comme ça. Il va pas réfléchir, il va partir sur un coup de sang, il va dire ce qu'il pense bêtement entre guillemets. Et sur le terrain, tu regardes, il a exactement le même comportement. Combien de fois il a pris des cartons jaunes ou voire des cartons rouges de façon stupide en répondant à des provocations? Et ben là, on est exactement dans la même chose. Oui, on est dans la gestion des émotions. Exactement. Nico a fait son retour. Tu peux cracher ta Valda, Nico, et nous parler de ton joueur préféré qui est Neymar. Non, je ne vais même pas en rajouter parce que je vous ai un petit peu entendu quand même et vous avez dit quand même pas mal de choses. Moi, je vais juste vous dire, cette déclaration, elle est mais absolument scandaleuse. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. D'un autre côté, c'est ce qu'il fait depuis maintenant 2 ou 3 saisons, donc il n'y a même pas de surprise. Et si c'est comme ça, effectivement, qu'il voit la suite de sa carrière au PSG, très bien, qu'il fasse ces 3 années. Et moi, je m'étais un peu calmé avec Neymar ces derniers jours, je vais en mettre une couche. Le jour où Neymar va se casser du PSG, je serai en train de faire la fête, je vous le dis. Je serai content. Ce sera pour moi un grand jour pour le club parce qu'on se sera vraiment débarrassé d'une plaie, parce que ce mec est une plaie pour le club. C'est une plaie pour l'image, pour le collectif. Dès que tu as des mecs qui te parlent, c'est le Neymar qui te respecte pas et vous l'adulez, j'ai honte pour vous. Mais ils ont raison, les gens de se foutent de notre gueule. Et tous ceux qui chantent Neymar avec leur maillot, je vous dis, mais cassez-vous avec lui. Désolé de reprendre cette expression dit Yacine, mais tous les mecs qui adulent un mec qui te chie autant dessus, mais je ne comprendrai jamais. Donc voilà, je m'étais un peu calmé avec la secte des Neymar, le chemin du roi, mes amis, je suis de retour. On se reparle sur Twitter quand vous voulez. Et la déclaration, là, il va falloir qu'il l'assume, celle-là, je vous dis, parce que la prochaine blessure ou la prochaine fiesta ou quand il va revenir de vacances l'été prochain avec son gros bide et avec ses 2 grammes d'alcool dans le sang, va falloir qu'il les assume, ça, parce que ces déclarations-là, je pense qu'elles vont très mal passer auprès des supporters. Voilà. Au revoir, Neymar. Moi, Nico, Nico, attends, Cédric. Nico, je voulais juste dire que comme tu avais quitté le podcast, j'avais réagi, donc je te le dis maintenant que tu es de retour, à ce que tu avais dit sur la fraude Neymar en 2017, les 222 millions. Je disais juste que pour moi, je n'étais pas d'accord parce qu'à l'époque, même si la somme peut paraître évidemment énorme, à l'époque, c'était quand même un joueur juste incroyable. Je disais donc qu'il avait fait un match incroyable contre le PSG lors de la victoire 6-1 et que malgré les blessures lors de ces 2 premières saisons, on peut pas dire en tout cas que le rendement sur le terrain, etc., ce qu'il a fait, c'était mauvais. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ensuite, je suis d'accord avec toi. À partir de 2019, c'est complètement catastrophique. Voilà, je refais. C'est une fraude. Je précise, c'est une fraude de mettre 222 millions. Et lui, il est pour rien. Encore une fois, alors lui, pour le coup, il est pour rien. Mais c'est une fraude de faire ça parce que non seulement il te les a jamais rendus. Et me parlez pas des 2 fois 6 mois de ces 2 premières années où il marche sur l'eau. Ok, il a marché sur l'eau au moment où il fallait pas. C'est con, tu vois, il a marché sur l'eau de septembre à janvier, et puis de février à juin, il était en train de marcher sur son lit parce qu'il était blessé. Donc c'est dommage. Là, c'est pas de sa faute, Nico. Mais c'est pas de sa faute. Mais c'est jamais, de toute façon, avec Neymar, quand tu écoutes les mecs qui l'adulent, c'est jamais de sa faute. Il est blessé, mais parce qu'il y a des bouchées en Ligue 1. Il est pas bon parce que les mecs autour de lui sont pas bons. C'est à cause il est obligé de redescendre c'est jamais de la faute de Neymar. Quand il revient avec ses 10 kilos de trop de chaque trêve internationale, ce n'est jamais sa faute. Donc, je te dis, c'est une fraude dans le sens où en faisant ça, le PSG, pendant 3 ans, en gros, s'est mis à genoux devant un joueur, s'est mis en difficulté parce que derrière, en plus de Mbappé qui s'est rajouté à ça, tu n'as pas été capable de recruter. Et donc, ça a été une fraude par rapport à tout ça et je le maintiens. Et qu'il se casse vite et loin. Bon, on n'arrivera pas à vous réconcilier. Ah, il est reparti, ça y est. Dernière partie, on va essayer de faire ça assez vite. On va parler aussi de la déclaration de Leonardo qui est resté un moment au micro d'Olivier Talaron sur Canal+. Il a évoqué plein de sujets et notamment son avenir. Lorsqu'Olivier Talaron lui pose la question, est-ce qu'il a envie, lui il répond sur le ton de l'ironie. Sans moi, c'est impossible. Enfin, je sais plus ce qu'il dit. Et après, il dit qu'il fait du Ibra. Bon, c'était un peu. En gros, il dit,
que oui, qu'il est toujours aussi motivé, qu'il est très heureux d'être au Paris Saint-Germain, que pour lui c'est un challenge incroyable et que même quand c'est difficile et plus ça lui plaît. Il parle aussi donc pour lui, il se voit encore rester au PSG la saison prochaine et vous me direz ce que vous en pensez. Il dit aussi un mot sur les supporters, j'en ai parlé un petit peu, mais en gros, il explique qu'évidemment qu'il faut pas se couper d'une partie des supporters, que c'est important, que ça fait partie aussi de l'ADN du club et qu'il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé cette saison. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être, cette fois-ci, il va peut-être accepter de les rencontrer, chose qu'il a toujours refusé depuis son retour en 2019. Il parle aussi de l'avenir de Pochettino, donc vous répondrez pêle-mêle à tout ça. Il dit qu'il faut, comme d'habitude, il fait un peu de langue de bois en disant qu'il va falloir discuter avec lui, de connaître sa position, la position du club, etc. Et aussi, évidemment, du sujet de la prolongation d'Mbappé. Et il rappelle que les discussions n'ont jamais cessé, qu'elles continuent. Et il a même dit, je crois, à un média italien, je l'ai lu ce matin, que Madrid croit que c'est acquis et en gros qu'il pourrait tomber de haut parce que c'est pas du tout acquis et qu'il y a une réelle possibilité pour Mbappé de prolonger au PSG. Voilà. Après tout ce que je viens de vous dire, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Yacine, sur les déclarations de Leonardo, sur son avenir, Pochettino, etc. Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé, pardon? Le problème, c'est que j'aurais pu l'écrire le discours de Leonardo. Je le connaissais par cœur. Bah oui, il est trop malin. Il est tellement fourbe qu'on le voit venir à des kilomètres. Leonardo, hier, il a fait, en fait, ce qu'on attend de lui depuis toujours dans ces moments-là. Toi, Yacine, je te coupe parce que j'ai oublié un détail important de ce qu'il a dit. Concernant les erreurs, il reconnaît et il assume avoir fait des erreurs. Il le dit. Il dit, quand on le relance, on lui demande est-ce que c'est sur le recrutement? Il dit non, c'est général, c'est sur le recrutement. C'est aussi sur la gestion de certains faits pendant la saison, de son propre comportement. Et ensuite, il dit tout le monde a une part de responsabilité, tout le monde doit assumer cette saison plus ou moins ratée. Donc voilà, c'est la première fois qu'on l'entend, je pense, faire une sorte de mea culpa sur des erreurs qu'il aurait pu commettre. Et là, je te laisse la parole. Donc, en fait, Leonardo, il a fait du Leonardo. Il a fait du Leonardo politique, un peu populiste, un peu, voilà. Il en a eu pour tout le monde. Et en fait, si vous lisez entre les lignes, vous allez comprendre. La première chose, quand il parle des supporters, d'accord? Comme il dit d'habitude, tu vois. Oui, il faut les comprendre. Mais Léo, on peut avoir un rendez-vous? Ah ben non, pas possible. Alors, il faudrait savoir, tu les comprends, tu veux les comprendre, tu veux renouer la relation ou tu veux pas de rendez-vous? Parce que c'est ça, la vérité. Comme tu l'as dit toi, ok, maintenant tu les as compris. Eh ben, on va voir si tu leur donnes un rendez-vous. Parce que c'est bien beau de raconter dans les médias, je les comprends, oui, je les comprends, comme d'habitude, et les supporters. Mais non, mais c'est pas vrai. Il a comprend rien du tout. Le retour de l'imitation de Yacine, de Leonardo. Et dire que Nicolas a raté ça. En fait, ça m'en rend. La deuxième chose, c'est que quand il dit j'ai fait des erreurs, bon, encore une fois, il est trop malin. Il fait des erreurs. Moi, je rappelle quand même qu'il est en train de négocier les dossiers Pogba et tout, donc je ne sais pas s'il s'est rendu compte de ses erreurs. Parce que si tu t'es rendu compte de tes erreurs, tu ne fais pas Pogba déjà pour commencer. Mais c'est pas lui. Mais en fait, il s'est rendu compte de ses erreurs. Mais en vérité, ce qu'il a envoyé comme message hier, c'est en fait, moi, j'ai eu une mauvaise gestion du vestiaire, en fait. Et en vérité, ça rejoint, encore une fois, tout ce qui s'est dit hier. Les joueurs, ils comprennent pas la réaction des supporters. Et lui, il vient t'expliquer qu'il la comprend. Il vient t'expliquer qu'il n'a pas forcément bien géré le vestiaire. Que le recrutement, il est bon, et que sa gestion au quotidien, elle n'a pas été bonne. En vérité, il est en train de t'expliquer que lui, il n'est plus du tout sur la même longueur d'onde que son vestiaire. C'est ça qu'il est venu faire hier. Et en fait, il a essayé de venir se mettre les supporters dans la poche, parce que comme il sait que tout le monde réclame un peu sa démission, etc., ce qu'il essaie de faire aujourd'hui, c'est ça. C'est de dire, maintenant, je ne peux plus être du côté des joueurs. Il y a l'histoire Navas, là, il y a le conflit, il y a machin, j'ai plus mon mot à dire dans le vestiaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reconnaître mes torts, et les mecs vont se dire, voilà, en fait, c'est pas lui le problème. C'est les autres. Puisque lui, il a compris ses torts. Il est d'accord avec nous, il nous comprend, et en plus, il dit qu'il reconnaît lui-même qu'il a fait des erreurs. Tu vois? En fait, il a fait du Leonardo. Franchement, si
ça faisait pas 35 ans que je suivais le foot. Honnêtement, ils m'ont rendormi hier. J'aurais dit, mais vous parlez de Leonardo. Faut le garder, Leonardo. C'est le meilleur. Lui, il nous comprend, lui. Lui, il a compris ce qu'on ressentait. Lui, il a compris la relation club-supporter. Mais c'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai, sinon ça fait. Non, alors, je te le dis tout de suite, les supporters, en tout cas, ceux du virage Auteuil, hein, n'apprécient pas du tout Leonardo, parce qu'encore une fois, depuis 2019 et son retour, il cherche à le voir, il a toujours refusé. Donc, eux, il va pas réussir à les convaincre. Justement, ce qu'il fait, Leonardo, lui, il s'en fout des. Enfin, il s'en fout. Ben, tu sais quoi, à l'image d'Mbappé, il s'en fout des 600 ou 1000 ou 1200 supporters qui sont dehors hier. Lui, ce qu'il envoie comme message, c'est à tous les autres. Tu vois? De dire, ouais, je vous comprends votre frustration. Tu vois? Donc, le truc, c'est exactement. Encore une fois, je termine là-dessus, mais Leonardo, je ne connaîtrais pas le personnage et ça ferait 2 ans que je suivais le foot, mais je te dirais, mais franchement, lui, regardez-le. Il a tout compris, lui. C'est lui le boss. Voilà, c'est tout. Il a fait du Leonardo, c'est le patron, et toujours au bon moment. Rappelez-vous, hein, toujours, je vous ai dit, le bon moment, le 10e titre, avec la petite blague, le petit sourire. Parce que je crois ce qu'il a dit, c'est avec moi, c'est pas facile, mais sans moi, c'est impossible. Oui, non, c'est ça. Non, c'est ça. En fait, il dit, oui, c'est exactement ça. Et après, en fait, il le dit sur le ton de l'ironie en disant, je fais du libra. Voilà, il le fait à l'envers. Il lui dit, c'est un lapsus révélateur, et c'est là qu'il s'en sort en disant, non, je fais du Ibra. Mais en vérité, parce qu'il a voulu dire l'inverse pour faire le mec humble, mais en fait, il s'est pris les pieds dans le tapis. Oui, c'est ça. Cédric, comment tu réagis, toi, à la réaction de Leonardo et surtout sur le fait qu'il est très motivé à l'idée de rester la saison prochaine. Il parlait au futur, il parlait pour la prochaine saison, etc. Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations? Sur la déclat, je suis plutôt d'accord avec Yacine. C'est de la politique. Donc, on va pas s'attendre à autre chose. C'est la fin de saison et il sauve un peu sa peau. Enfin bref, sur ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, sur le fait qu'il soit motivé pour rester au club, j'en doute pas. Il y a des choses à changer, notamment avec les supporters. Sur son bilan, moi, je jette pas la pierre sur le recrutement. Au début de saison, quand on voit le recrutement, excuse-moi, mais on est content. Faut pas oublier quand même que voilà, il nous a ramené des Verratti, les Mendes, il nous a ramené quand même des joueurs Hakimi, des joueurs somme toute hyper intéressants. Il a plus de difficultés, lui, c'est sur la vente. Voilà, moi j'ai toujours dit, si je devais faire un mix au niveau des mecs, je prendrais Antero Henrique pour les ventes et Leonardo pour l'achat. Tu vois. Et moi je sais que j'ai toujours défendu quand même Antero parce que je trouvais que c'était un bon gars et qui faisait des bonnes choses, à part son côté un peu fripouille et magouilleur. Mais non, je doute pas du fait qu'il va y rester. Il a dit aussi qu'il allait avoir de profonds changements à tous les étages dans sa décla. Donc ça, on le sait très bien. Maintenant, restera pas. Dans les derniers échos qu'on a, que ce soit ou Zidane ou Conte, il y en a aucun des deux qui veut bosser avec. Donc moi je serais pas étonné que ce soit le fusible, vu que Nasser va encore rester. Donc voilà, je pense qu'il essaie de faire un dernier tour une dernière pirouette pour sauver sa tête et dire bah voilà, je suis désolé, je vous comprends, je suis avec vous, du politique quoi. Mais pour moi c'est joué. À moins qu'on trouve pas vraiment d'autres directeurs sportifs sur le marché intéressants ou quoi. Mais sinon à mon sens, on le verra pas à la rentrée. Nicolas, on était sur. Juste Mousse pour dire un mot sur Nasser, vite fait, c'est juste une parenthèse. Rapidement, s'il te plaît, moi. Ah ouais, parce que beaucoup de gens ont dit ouais, il est pas là. C'est vrai, il est pas là. Je rappelle juste que, premièrement, Nasser Al-Khelaifi, quand il y a le Ramadan, il est toujours à Doha. Et ouais. Je rappelle ensuite que vous en faites ce que vous voulez. Malgré tout, ça fait partie de sa vie. On est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Pour ceux qui connaissent un peu la religion, voilà, c'est les nuits du destin, entre guillemets. Voilà, bref, les nuits sont importantes, les veillées, etc. Donc, après, qu'il y en ait qui acceptent ou pas, voilà. En tout cas, c'est un choix de vie. Il considère que sa religion, à ce moment-là, est importante et que c'est à Doha qu'il la vit le mieux, etc. Voilà, c'est quand même une explication. C'est pas non plus de dire il est pas là, genre en gros, le mec il en a rien à foutre, il en a pas rien à foutre. Non, mais c'est surtout aussi parce qu'il y avait pas de festivité prévue ce soir-là. C'est prévu contre Metz. Tout sera fait contre Metz lors du dernier match au parc et qu'évidemment tous les ans, c'est pas juste cette année. En période de Ramadan, parfois il peut lui arriver de faire des allers-retours évidemment, mais la plupart du temps il le passe à Doha. Nicolas, on était sur je sais pas. Oui, tu m'entends Nicolas, c'est bon?
On était sur le dernier sujet, c'était Leonardo, les déclarations. Je sais pas si tu les as vues, si tu les as entendues. Il parle un peu de son avenir, il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Il parle aussi des supporters. Il dit qu'il faut qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé cette saison avec eux. Il faut pas se couper d'une partie des supporters. Bref, il revient un peu sur son avenir, celui de Pochettino. Qu'est-ce que tu as pensé de ces déclarations, Nico? Juste qu'il prépare sa sortie, voilà, tout simplement. Je pense que il va sauter parce qu'il va falloir que ça saute, et je le regretterai pas. Je le regrettais pas parce que moi j'attendais. Je veux même pas juger sur son mercato qui est ce qu'il est, mais sur la manière de gérer cette équipe à l'année. Voilà, moi j'attendais de Leonardo qu'il apporte cette dose d'autorité qui manque. Qu'il apporte l'exigence, qu'il impose l'exigence, même plus précisément. Il l'a pas fait. Et pour moi, il est autant responsable que Pochettino de cette année atroce. Je parle même pas de Nasser parce qu'on sait qu'il va pas sauter, alors qu'évidemment que c'est le premier responsable. Donc pour moi, ces deux-là doivent partir. Voilà, tout simplement. Je ne veux pas en dire plus parce que je suis blasé de ce sujet. Il m'intéresse même plus, Leonardo. Son numéro hier. Je préfère quand Yacine limite, au moins ça me fait rire, alors que Leonardo ne fait plus rire du tout. Non, mais tu sais que Nico, tu as raté, pendant que tu es parti, tu as raté les limitations de Yacine. Alors, tu sais quoi? Je veux rien savoir, je me ferai le replay et je dégusterai ça en famille, tranquille. Tu vas te régaler. Et tu sais quoi, Nico, c'est parti d'un coup. Tu vois, je lance sur Leonardo et puis il se met à limiter. Ouais, parce qu'en fait, quand je le vois parler, vous savez pas. Les artistes, ils improvisent toujours. Hein, là, le génie apparaît comme ça, tu peux pas savoir quand. Et voilà. Ouais, parce qu'hier, quand je le voyais parler, je pouvais faire son discours à sa place. C'était tellement préparé, mais voilà. Quoi. C'est ça. Bon, dernière question avant que je coupe et que j'aille faire mon test PCR. Vous êtes quand même heureux de ce 10e titre, Yacine? Bien sûr, parce que malgré tout, Paris. Parce qu'on n'en a pas parlé. Ça fait 2 heures qu'on parle, mais en fait, on n'en a pas beaucoup parlé. Ouais, parce que tu vois, c'est l'histoire de Paris. C'est-à-dire que le 10e titre, il passe après tout le reste. C'est notre histoire. C'est comme ça. Mais évidemment, parce que Paris n'a que 50 ans. Il faut toujours le rappeler. Parce qu'on est dans un pays où, je rappelle que contrairement à d'autres, le club qui avait, jusqu'à hier soir, le plus de titres, c'était Saint-Etienne avec 10 titres. Bon, quand vous regardez. On parle de titre de champion, hein, on ne met pas les. Oui, la Ligue 1. La Ligue 1. Ouais. On n'est pas en Allemagne, en Italie, en Espagne, où les clubs les plus titrés sont à 22, 23, 29, 32. Enfin, voilà quoi. En France, on a 10 le maximum. Donc, Paris a rattrapé tous ces clubs plus vieux que lui. Donc c'est important, et finalement c'est symbolique de comment il est arrivé, et en se disant que il est finalement mal fêté, mais en même temps, est-ce que c'est peut-être plus aussi le symbole d'un nouveau départ? Voilà, le 10e titre, voilà, tu rentres dans l'histoire. L'année prochaine, tu vas aller chercher le record, c'est-à-dire que l'année prochaine, tu te rends compte quand même qu'en 50 ans, tu pourras être détenteur du nombre de victoires en Coupe de France. Bon, du nombre de victoires en Coupe de la Ligue, mais même si elle n'existe plus, et du nombre de victoires en Trophée des Champions, et du nombre de victoires en championnat. C'est-à-dire que Paris aura le plus grand nombre de titres, enfin de chaque titre. Mais c'est déjà le cas, hein. C'est le club le plus titré de France. Oui, c'est-à-dire que tu pourrais être le numéro 1 dans chaque compétition, tu seras le numéro 1 l'année prochaine, tout seul. C'est exceptionnel en 50 ans. Bien sûr, c'est pour ça que on a beaucoup vu de gens dire oui, il ne faut pas banaliser. Évidemment qu'on ne banalise pas. C'est juste qu'on regrette d'avoir acquis ce 10e titre dans ces conditions-là. C'est ça qui est juste dommage. Sinon, on est évidemment très très fiers de ce qu'a fait le PSG en 50 ans d'existence. Un dernier mot, Cédric, sur ce 10e titre? Bah, moi, évidemment que je suis content. Comme je te disais, t'imagines, le premier Parc des Princes, j'avais 5 ans et demi. Enfin, tu vois, ça fait 38 ans, hein, 38 ans. 38 ans que je supporte le Paris Saint-Germain. Évidemment que je suis content. J'aurais préféré avoir un 10e titre sur une belle saison. On va pas se mentir. On va pas non plus, voilà. Mais je suis content qu'on ait 10 titres. On est un jeune club. On est, voilà, on en est déjà là. Donc après, évidemment, la Ligue des Champions, évidemment, il y a d'autres choses. Mais je suis très content. Surtout qu'on a eu des hauts et des bas. Moi, j'ai connu les années, on a tous connu là, tous les trois, les années Canal, où on prend une Coupe d'Europe, où voilà, où on vibre, où on a des classicos qui ressemblent vraiment à des classicos. Après, on a connu des périodes colonie capitale où on avait envie de se pendre. On s'est demandé si on n'allait pas finir en Ligue 2. Puis voilà, puis là on a le Qatar qui vient et on a des joueurs mais stratosphériques, des mecs qui ont
Voilà. Après, c'est vrai que sur l'Air Canal, tout n'a pas été magnifique. Hein. La fin de l'Air Canal Plus, c'est déjà le début de la fin. La fin est horrible, ouais, avec billetterie, avec machin. Enfin bref, bien sûr, évidemment. Mais on a quand même. Même le choix, tu sais, la cohérence, la politique sportive en 2000, quand ils décident de faire venir des jeunes de banlieue, ils ont une politique assez. Ça, c'était une belle période. En plus, on avait soi-disant une super équipe de jeunes et on s'est ramassé. Mais néanmoins, on a quand même vibré, on a vécu des choses extraordinaires. Ah ouais. Donc voilà. Mais on a été 5 fois d'affilée en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est pas rien. On a eu de très belles périodes. Il faut pas que les jeunes oublient aussi tout ça et qu'ils se remémorent et qu'ils regardent des matchs aussi de l'époque qui étaient extraordinaires. Donc non, on a vécu une énorme période et je suis très content d'avoir 10 titres. Sauf que c'est vrai que le 10e, tu as envie de l'avoir sur une saison où tu as été époustouflant, où tu as tout fracassé, mais ça fait partie du foot. Voilà, il y a des saisons où moi je me rappelle aussi des saisons Arthur Georges, ça faisait pas rêver. Hein. Tu voyais les matchs, tu gagnais tes matchs 1-0, tu avais envie mais vraiment de mourir. Faut pas oublier tout ça, tu vois, on en a eu des moments aussi où c'était pas glorieux, c'était pas joyeux, où c'était pas un football champagne. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, cette année c'est de la merde. Voilà, l'année prochaine, on va espérer qu'on va apprendre de nos erreurs. On aura plus cette espèce peut-être aussi de poids du 10e titre, c'est fait. Ça aussi, c'est validé. Comme disait Yacine, on est les meilleurs dans tous les trophées de France, donc c'est cool. Et on va essayer de se concentrer enfin sur cette Ligue des Champions et d'avoir une équipe cohérente. Et ce qui est important, et encore une fois, on parlera recrutement plus tard, on essaie d'acheter des joueurs cohérents et pas d'empiler des starlets. Voilà, c'est important aussi d'avoir des guerriers, notamment au milieu de terrain, des mecs qui courent et des mecs. On t'a dit, Pogba il arrive, tu veux pas comprendre. T'as dit, Pogba il arrive, t'inquiète pas. Franchement, c'est. Après, voilà, t'inquiète pas, ça sera le mercato, ça sera un autre sujet. Tu connais mon avis sur Pogba. Ce qui importe, c'est que Conte va arriver. Cédric, est-ce que tu préfères Pogba au PSG? Ouais. Ou repartir 40 jours sur une île sans manger à se faire bouffer par les moustiques? Franchement. Franchement, les moustiques. Hein. Non, mais après. Mes amis, c'est la fin du podcast. On a fait plus d'1h30, il me semble, 1h40, 1h45. 1h47. 1h47. Voilà. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous remercie de m'avoir accompagné cet après-midi pour le débrief de ce 10e titre. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais finalement, on a quand même acquis ce 10e titre. Pour un club qui a 50 ans, plus toutes les coupes, les trophées des champions, les coupes de la Ligue, ça reste quand même incroyable, extraordinaire. Merci messieurs, merci beaucoup, merci Nicolas, merci Yacine, merci Cédric. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Je sais même plus, c'est quoi le match la semaine prochaine? Vendredi à Strasbourg. À Strasbourg, PSG. Ça va faire mal. Aïe. Ça promet, messieurs. Eh ben, merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le match Strasbourg-PSG. En attendant, prenez soin de vous, fêtez quand même ce titre dignement. Faut évidemment pas le banaliser. Et puis, je vous dis bonne semaine et à très vite. Ciao. Ciao les gars.